Pas le temps de jouer, épisode 17, pas le temps de jouer, c'est le podcast des explorateurs du backlog. On revient sur les jeux qu'on a achetés pendant les soldes Steam, des jeux qu'on a achetés dans les bacs à soldes Leclerc et qui sont toujours sous blister au bout de 3 ans. Et on vous dit si ça vaut le coup d'y jouer ou de les laisser pourrir dans un coin. Et comme toujours, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Écoute, ça va, je suis guéri. Oui. Oui. Alors, c'est pas le Covid, mais je suis guéri quand même. Oui, petite note aux auditeurs qui doivent se dire mais on n'est pas fin février là, qu'est-ce qui s'est passé là ? Le mois de janvier n'a pas existé. Voilà. Pour nous, non. Non. Ah, mais clairement, moi je l'ai pas vu. Moi non plus. Je sais pas de quoi on parle. Ça n'a pas existé. Moi j'ai fêté Noël, et là, depuis hier, je suis en vacances, mais entre les deux, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, il s'est rien passé. Un vortex. Le seul truc, c'est qu'on a essayé d'enregistrer quand même une semaine, et c'est la seule semaine où il n'avait plus de voix. Voilà. Une bonne extinction qui faisait que... Déjà que ma voix porte pas, mais là, honnêtement, même avec un micro collé dans la bouche, on m'aurait pas entendu. Ouais, on a même pas pu faire un épisode spécial Barry White, parce que de toute façon, t'avais même plus de voix, quoi. C'était Ah au-delà non, de ça. Même, c'était au-delà de ça, c'est faire une phrase de plus de 3 mots, en fait, à la fin, j'étais obligé de forcer et j'ai été essoufflé, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai quand même voulu dire à tous nos auditeurs, la bonne année, quand même. Oui, la bonne année. Bien sûr. On est plus censé le faire fin février, mais on va le faire quand Et même. surtout pour toi, la santé, tout particulièrement. Oui, moi j'ai bien démarré, ouais. Merci les enfants. Et les gestes barrières, tu sais, ils connaissent pas trop, eux. Donc apparemment, les épidémies de gastro et de grippe cette année ont reculé. Mon gamin, il nous a ramené un espèce de virus sélectionné de rhinopharyngite qui a fait toute la famille. Il a fait des trucs de chez Umbrella Corp, sûrement, comme ça. Oui. Non, mais il y a des chances. Vu à quel point il a touché tout le monde et on était tous par terre. Lui, 2 jours, il était guéri, mais nous, on a tous pris cher. Ouais, moi j'ai échappé à ça sur le mois de janvier, mais au niveau taf, c'était un peu la guerre, justement. Oui, mais moi aussi. Ce sera d'ailleurs le thème de mon sujet aujourd'hui, de ce mois-ci. Mais les jeux vidéo qui traitent de la guerre, c'est un peu c'est 95%, non ? Ouais, c'est pas faux d'ailleurs. Si tu regardes en fait tous les jeux, en fait, quels sont les jeux où tu ne tues pas de gens ? Pas beaucoup. Hein. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça par exemple que des jeux comme Rim m'avaient attiré au départ. Tu vois, c'est ce que j'avais dit. J'ai envie de faire Undertale pour ça, je pense. Ouais, oui, moi je suis pour les jeux qui arrivent à te proposer des gameplays comme ça. Mais c'est tellement rare. Ouais. C'est tellement plus simple de régler les problèmes à coup de machette. Ouais. Et bah écoute, on parlera de ça après. Donc on a pas mal de sujets parce que c'est la reprise, voilà, après 2 mois d'absence. Tu vois, tu vas faire un petit medley de jeux, là, une petite sélection. Oui, petite sélection parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeux que j'avais envie de traiter dans le podcast, et en même temps, j'ai pas forcément suffisamment à dire dessus pour en faire 20 minutes, quoi. Donc je vais traiter de quelques trucs. Voilà, ça sera assez rapide. Ouais, ça y aura un peu tout pour picorer, quoi. C'est l'apéritif, quoi. Oui, c'est ça. C'est des jeux qui sont pas forcément inintéressants, mais avant de se lancer, il faut bien se rendre compte qu'ils ont des... c'est souvent des trucs qui sont assez... Bon, on va voir. J'expliquerai. Ok. Moi, de mon côté, je vais m'attaquer à une grosse série, quelque chose qui a marqué le jeu vidéo des années 2000 et 2010, avec Battlefield, donc, tu vois, truc de bonhomme, pas que de bonhomme d'ailleurs. Et je suis très content de moi d'ailleurs, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je suis bien content d'en parler, parce que voilà, toi-même tu sais. Ok. Bah écoute, on attaque ? On est parti ? Allez, c'est parti. On est parti. Bon Bruno, alors, je me suis servi mon petit Miyagi-Kyo, les vrais savent. T'arrêtes de faire de la pub pour des whisky, toi. Ah, mais tu sais ce que c'est, tu vois, voilà. Tu vas gâcher le plaisir, les gens sauront ce qu'on sait. Donc je suis équipé pour t'écouter de ton petit medley, t'as plein de jeux à nous parler, vas-y. Ouais, je vais parler de 3 séries. Donc on en a 3 séries de 2... Ouais, non, c'est rapide. De 3 jeux ou 2 jeux.
Alors, la première, je vais commencer dans l'ordre, c'est Bioshock. Alors, Bioshock, c'est un jeu ultra culte pour plein de gens. Et moi, c'est un jeu sur lequel j'ai un historique très complexe avec. Je crois qu'on tous les deux, je t'en avais parlé. Ouais. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Moi, le premier déjà sur PC, il avait une sécurité anti-copie absolument dégueulasse, qui faisait que tu pouvais l'installer que 4 fois, et ça merdait dans tous les sens. Et moi, à l'époque, c'était une époque où je réinstallais ma machine tous les 3 mois, donc il m'a fait chier longtemps. En plus, il a cramé ma carte graphique, qui était une carte graphique très haut de gamme de l'époque, et clairement, elle a cramé sur le jeu. Donc je sais pas si le jeu qui me l'a cramé, mais tu vois, voilà. Un prix en plus modique. Voilà, et donc j'avais essayé d'y rejouer, mais avec une série maudite de Nvidia, la série des FX, sur lesquelles ça marchait pas du tout. Bref, donc sur le plan technique, le 1 avait été catastrophique. J'avais zappé le 2, et j'ai acheté le 3 en boîte, et je reviendrai dessus. Mais en fait, c'est une série sur laquelle j'ai jamais pu jouer de façon fluide. Tu vois, malgré tout ça, c'était des jeux où j'arrivais pas à tenir, je sais pas, graphiquement, etc. Bref. Donc voilà, à l'époque, tout le monde vantait le jeu, et moi, ça marchait pas. Donc, et puis, du coup, j'ai eu le 2 en bonus sur Steam, ou dans un bundle quelconque. Et j'ai trouvé le 3 sur Good Old Game en promo à 3€. Le 1, pardon. Le 3, il était sur Steam. Je les ai relancés, je les ai faits. Et je comprends pourquoi c'est culte. En fait, je pense que c'est culte pour les consoleux. Enfin, pas que, mais beaucoup. Ouais. Parce que c'est un... Alors, le 1, clairement, l'ambiance, moi, j'aime le soin du décor, comme beaucoup de gens, tu vois. Et puis tu sais bien que tout ce qui est sous l'eau, c'est mon kink. C'est pas faux, ça. J'adore ça, je sais pas pourquoi. Donc tu me mets dans un milieu sous-marin, enfin vaguement sous-marin, parce qu'en fait le 1, c'est ça qui est très frustrant, c'est que t'es sous l'eau, mais ça se passerait sur une base spatiale, ce serait pareil, quoi. L'eau a très peu de... à part que ça suinte, et donc ça a un effet de décrépitude qui est assez sympa. C'est très steampunk. Oui, il y a un peu de ça. Et avec de l'art déco, enfin voilà, des décors très chiadés, et une très bonne ambiance. Après, d'un point de vue gameplay, c'est pas un bon FPS. C'est mon souvenir. Non, les armes ont pas de punch, les combats sont assez mollassons, etc. C'est pas une bonne immersive. Parce que oui, ok, tu peux être un peu créatif dans tes combats en mixant quelques pouvoirs, etc. Mais c'est pas non plus de la folie, quoi. Surtout aujourd'hui. À l'époque, c'était peut-être bien, mais bon, maintenant c'est pas extraordinaire. Et puis moi, après, même si visuellement il y a des trucs qui sont très beaux, etc., il y a quand même quelque chose qui m'a toujours gêné dans les proportions, dans le choix artistique de ce jeu. Il y a quelque chose qui est jamais revenu. Enfin, je sais pas. Il y a une direction artistique qui est quand même très particulière. Enfin, en tout cas, elle existe. Et après, elle plaît ou elle plaît pas. Oui, mais moi, elle me plaît, mais c'est dans les... Je sais pas, il y a un truc, c'est un truc qui est assez commun sur le Unreal Engine 3, parce que c'est des jeux qui ont été faits dessus. C'est marron. Ouais, non, c'est pas la couleur, c'est vraiment dans des espèces de proportions d'objets, je sais pas, les mains, comme s'ils savaient pas faire des choses fines, tu sais, comme si le moteur n'arrivait pas à rendre des trucs fins. Tu veux dire que c'est fait pour faire du Gear of War? Bah, je me suis toujours posé la question, parce que c'est le moteur, il a toujours été à l'aise là-dessus quand tu prends les Unreal 2003, 2004, tu sais, les tournements. Tu prends les Gear of War, les jeux qui sont beaux avec ce moteur, c'est des jeux qui n'ont pas de modèle fin. Et dès que tu as des modèles 3D un peu chétifs, en général, c'est pas beau, quoi. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas. Je sais, est-ce que c'est lié... j'en sais rien. Est-ce que c'est les shaders? Probablement, c'est un problème de shader qui fait que ça colle pas bien. Voilà, et c'est un jeu qui m'a... Je dis pas que je l'ai fait avec déplaisir, le 1, cette fois, là, sur une machine, tu vois, avec un framerate fluide en Full HD, dans des bonnes conditions. Il reste beau. C'est un jeu qui accuse son âge, mais ça reste praticable. Mais voilà, c'est pas... La fin, par contre, la fin est insupportable. T'as une fin en mode bourrin, avec des ennemis qui pop dans tous les sens, avec un gros pic de difficulté, mais ça m'a gonflé. Surtout que, encore une fois, je maintiens, pour moi, les combats sont pas bons, quoi. Donc c'est quand même un souci. Donc c'est un jeu qui vaut pour l'ambiance, qui peut être fait encore aujourd'hui pour son ambiance. Voilà, moi, je vais pas... Bioshock, je peux pas... Le 1, surtout,
Je vais pas vous en dire plus, il y a des centaines de vidéos là-dessus. Au début, je me disais que j'allais avoir plein de trucs à dire, mais c'est un jeu qui a été traité en long, en large et en travers par tout le monde. Donc je vais enchaîner un peu plus rapidement. Pourquoi tu nous sur en la parles, suite. en fait? Je vais en parler parce que la trilogie est intéressante pour la suite. Moi, tout ce Parce que j'ai à que dire sur Bioshock, en tout cas, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai fait, j'avais des gros problèmes de maux de tête, que j'ai toujours en partie, mais... Mhm. Et du coup, quand j'y jouais, je sais pas, il y avait un truc dans le rendu, dans le mouvement, Oui. dans les déplacements qui me posait beaucoup de problèmes, et je ne pouvais pas Mm. plus jouer de plus de 15 minutes, et je me retrouvais après avec des maux de tête qui me duraient genre plus d'une heure. Et genre avec Ouais. une nausée, etc. Je sais pas si c'est par rapport au rendu, par rapport au déplacement, mais... Il y a beaucoup d'effets de lumière, de scintillements, etc. qui sont un peu particuliers et c'est possible. Enfin, moi, je sais que c'est possible. Bref, je vois la boîte qui est environ à 2 mètres de moi, Mm. là. Je te jure, je la regarde. J'ai l'impression que tout de suite, j'ai envie de la nausée qui monte. C'est impressionnant. Il y a tu vois, une sorte de syndrome post-traumatique avec ce jeu. Mais, Ouais, je comprends. ouais. Et voilà. Bon, j'ai enchaîné sur le 2, du coup. Le 2, Il est toujours sous au l'eau. début, ça se joue sous l'eau, un peu plus sous l'eau. Il y a des passages carrément sous l'eau, mais qui sont nuls. Enfin, vraiment, c'est des... Voilà. La grande nouveauté du jeu, c'est que tu incarnes un Big Daddy. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Eh ben, explique, hein. Qu'est-ce que ça met Big Ouais, Daddy j'allais y venir. Dans le 1, en fait, le Big Daddy, c'était les protecteurs de petites filles que tu devais sauver. Alors, tu pouvais choisir de les tuer pour récolter du pouvoir, en fait, ce qui te donnait plus de puissance. Et ça, c'est toujours Donc, moral de c'est- tuer les petites filles. Oui, voilà. Donc les Big Daddy, en gros, c'était tes boss, quoi. C'était tes boss, et c'était un des trucs qui était sympa dans le 1, c'est que c'est un peu toi qui choisissais à quel moment tu les affrontais, en fait. Puisqu'ils se baladaient dans le niveau avec la petite fille, et quand tu devais tuer le protecteur pour pouvoir soit sauver, soit tuer la petite fille, et donc tu choisissais, t'essayais de poser tes pièges, etc. Ça, c'était un truc qui était sympa, qui est sympa au début parce qu'ils sont puissants, et en fait, assez vite, tu t'en rends compte que t'arrives à les bourriner assez simplement. Donc, tu vois, même ça perdait un peu pour moi de sa superbe. Le premier Big Daddy, j'en ai chié. Le deuxième, non. Je l'ai massacré au lance-roquette. Enfin, c'était con, quoi. Bref. Là, il se trouve que tu incarnes un Big Daddy. Alors, c'est pas la même équipe qui a fait le 2. Et c'est un jeu qui essaye de construire sur le lore qui avait été posé et sur tous les sous-textes politiques, enfin, c'est pas sous-texte d'ailleurs, hein, texte frontal politique du 1. Il y arrive pas vraiment, à mon sens. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus linéaire en plus. Justement, il n'y a pas ce côté. Beaucoup moins ce côté exploration, les niveaux sont moins construits, enfin sont plus linéaires quoi, tout simplement. C'est un jeu qui a par contre, le combat est un peu plus fluide et un peu plus intéressant. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'il est pas stable du tout. Moi je te parle de la version remastered, c'est un jeu qui plante toutes les 10 minutes. Tu m'en as parlé. C'était insupportable, je l'ai pas fini à cause de ça, parce qu'il y a un moment où... Quand tu joues 10 minutes, si tu sauvegardes pas tous les coins de porte, en fait, tu vas perdre des longues minutes de gameplay, quoi. Donc c'est assez insupportable. Et c'est connu, hein, je suis pas le seul, c'est sur les forums, ça parle que de ça, et c'est assez hallucinant, quoi. Qu'un jeu qui soit... Il était sorti buggé, il avait déjà ses problèmes, ils ont sorti le remaster est buggé, et le jeu n'a jamais été patché. Donc voilà. Tu joues un peu à la roulette russe dessus. Et voilà, c'est un jeu qui a c'est un peu le syndrome de la suite, tu sais, de commande. Ça reprend toute l'identité visuelle du premier. Oui. Ça essaye d'apporter des trucs, mais c'est un peu maladroit. L'histoire est beaucoup de redites par rapport au 1. Même s'ils essayent de prendre un twist, mais il est pas, ça colle pas. Donc non, c'est un jeu qui aurait pu être bien, parce qu'il apporte je te dis, le système de combat est mieux foutu, mais c'est pas un grand souvenir impérissable, quoi. Ouais, c'est la suite facile, quoi. C'est la suite un peu facile, ouais. C'est dommage. Parce que, comme je te dis, je pense que les mecs se sont concentrés sur le combat, en fait. Et pourtant, ils ont eu des bonnes idées. Et pendant que cette équipe-là faisait le 2, donc, ils ont fait Bioshock Infinite, l'équipe qui avait fait le 1. Et alors là... moi, c'est un jeu qui... En fait, j'ai dû l'essayer de le finir 4 fois. Celui qui se passe dans les airs, c'est ça? Ouais. C'est celui où tu te fais baptiser, que les gens étaient Voilà, scandalisés. C'est ça. Ouais. Ça se passe... Alors là, du coup, t'es pas sous l'eau, t'es dans une ville flottante. Donc, comme tu le dis, dans des airs.
t'es un peu plus tôt, ça se passe avant le... C'est un peu plus... Ouais, c'est fin 19e. Et ils ont essayé de construire toute l'histoire du jeu avec te faire accompagner par une nana qui va t'aider un peu, qui essaye de pas te gêner dans les combats. C'est un peu la Ellie de Last of Us, tu sais, avant l'heure. Alors ça, c'est... Effectivement, c'est pas mal. Tu vois un peu les ficelles en 2020, mais pour l'époque, quand tu le replaces dans le contexte, ok, pourquoi pas. Par contre, le problème, c'est que c'est un jeu qui a laissé, pour moi, tomber complètement le côté créatif que tu pouvais avoir dans le 1 avec les gadgets. Tu sais, il s'est recentré beaucoup plus sur les combats et voilà, le fait d'avoir que 2 armes, etc. Sauf que les combats sont toujours pas bons, quoi. Pour un FPS, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu con, voilà. Et puis, le 1 essayait de présenter un tout cohérent, à justifier des trucs, tu vois, au moins, même si la justification elle tient pas debout scientifiquement, on s'en fout. Pas intérêt, tant que c'est cohérent. Leur voilà, ils te disent le pouvoir, ça vient d'une limace de mer qui est capable de modifier ton ADN. Bon, ok, pourquoi pas. Et c'est la grande découverte de BioShock, du 1 et du 2, et ce qui explique que toute la société est partie en cacahuète. Et dans le 3, t'arrives dans une ville où on t'explique que tu peux avoir des toniques que tu bois et qui te permettent de cracher des flammes par les mains ou... Cracher des flammes par les mains, c'est... Ouais, tu te transformes en lance-flamme ou... Enfin, et pourquoi on te le dit pas. Et quel impact ça a sur... Ben on te le dit pas, on s'en fout, tu vois. Donc c'est un jeu qui traite des sujets de racisme, etc., qui traite de la religion, qui traite plein de choses, avec des gros sabots, hein, pour être honnête. Et moi, le gameplay, ouais, non, vraiment, voilà. Je suis désolé, mais BioShock 3, entre ça se passe pas sous l'eau, donc c'est plus mon kink, et donc ça me va pas. Et voilà, donc c'est... BioShock Infinite, je n'arrive pas à finir ce jeu. Ça fait 4 fois que j'essaye, 3 ou 4 fois, et j'y arrive pas. Donc c'est con. Mais je peux pas le conseiller, quoi. C'est surtout aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment vieilli. Tu vois vraiment les mécaniques de jeu ils ont essayé des trucs avec des univers parallèles, avec ton sidekick qui peut te faire apparaître des choses qui viennent d'autres dimensions. Voilà. Ouais. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que tu conseilles le premier pour l'ambiance. Pour l'ambiance, et que les suites sont faisables mais dispensables. Dispensable. Je te dis, il y a un traitement politique intéressant dans le 3, mais bon, il y a d'autres jeux qui le traitent, tu vois, et qui le traitent de façon plus efficace. Voilà. Donc ça, c'était ma première trilogie. Oui, le BioShock est là, ça c'est expédié. Bah, c'est expédié, oui, en même temps, c'est ce que je te dis. Si vous trouverez des centaines de vidéos qui en parlent. Moi, je donne mon avis, quoi. Je peux détailler plus le lore et toutes les choses. Il y a des choses qui m'ont plu, mais voilà, c'est pas... Oui, en 2021, c'est un peu vieilli, quoi. Ouais. Ok. Je comprends l'impact que ça a eu, mais pour moi, c'est pas des indispensables à refaire. Ouais, moi, je les défendrai pas, de toute façon, vu mon expérience, je n'ai pas fait le 2, le 3, et le premier, voilà, il m'a retourné le cerveau, donc littéralement, donc non merci. Voilà. Et après, moi, je vais parler alors d'une duologie, qui est la duologie du Mordor, de Monolith Game. Parce que je vais juste l'aborder sur un thème très simple, c'est comment gâcher une super idée. Ça commence bien. Tu vas comprendre. Ils ont fait un open world. Ces deux jeux, c'est des... En gros, il y en a un qui est sur PS3, Xbox 360, et l'autre qui est sur PS4, Xbox One, d'accord, tu vois, pour donner une idée de l'évolution graphique. Et c'est à peu près tout, sinon c'est quasiment le même jeu, quoi. Le 2 est un plus du 1. Bon, après, c'est pas forcément gênant, si le premier est très bien. Voilà, mais le problème, c'est que le premier, c'est un jeu qui a une très très bonne idée, vraiment. C'est-à-dire qu'il essaye de créer un système d'antagoniste dynamique. Un système breveté, d'ailleurs, ils ont réussi à le breveter récemment, là. T'imagines, là, en 2021. Ils essayent depuis des années de le faire, et à chaque fois, on leur disait que c'était pas brevetable, et là, ils ont trouvé une combine pour le faire. En gros, le système est que tu as une hiérarchie d'ennemis, d'accord, que tu ne connais pas forcément, c'est-à-dire qu'ils sont tous les lieutenants et sergents, etc., d'autres. Ils sont aléatoires, c'est-à-dire que les ennemis sont composés avec une personnalité, un trait de caractère, une personnalité, une apparence. Et quand tu les tues,
en fonction de comment se passe le combat, est-ce que tu vas fuir, est-ce que tu vas le tuer, est-ce qu'il va te tuer, parce que c'est un jeu qui prend en compte la mort du héros, puisqu'en gros tu ne peux pas mourir, donc tu ressuscites tout le temps, mais les ennemis le savent quand tu es mort. D'accord. Et ça influe les hiérarchies et les affrontements futurs des personnages. Un exemple tout con, c'est qu'un orc que tu vas... Parce que, oui, excusez-moi, ça se passe dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, donc tu affrontes des orcs. Oui, le Mordor, ça devait parler quand Le même Mordor, un minimum. ouais, si ça vous a pas tilté, c'est pas grave. Et donc, tu affrontes un orc. Bon, t'as les orcs de base, hein, t'as la piétaille, ceux-là, ils sont pas concernés. Mais tu arrives dans un camp, t'as un boss, tu l'affrontes en combat singulier, et tu le tues. Ok. Ça veut dire que sa place est vacante. Donc, il y a un autre qui va prendre la place de celui-là dans la hiérarchie. Plus intéressant, il te tue. Ça veut dire qu'il prend en assurance que si il se sent beaucoup plus fort, et ça c'est un peu aléatoire, ça fait partie des trucs sympas du jeu, il peut aller défier son supérieur, et donc bousculer la hiérarchie jusqu'au boss final. C'est intéressant. D'accord ? C'est très intéressant. Et sachant que tu as des possibilités de retourner, en fait, d'en faire un espion. Ce que je voulais dire, c'est que ça te crée des stratégies d'essayer, d'entre guillemets, de bousculer la hiérarchie établie, faire en sorte que justement ils s'entretuent, ils s'affaiblissent pour que tu gagnes plus facilement, non ? C'est ça. C'est ça. C'est que tu peux, en plus, et quand tu connais, tu les observes, parce que tu peux aussi interroger leurs subalternes pour connaître leurs faiblesses. Et te servir de ça pour... Donc, ça, c'est la promesse de départ. Tu te dis, mais c'est génial. T'as pas précisé quel type de jeu c'était à l'origine. Mais justement, j'allais y venir. Parce que c'est là. La croquette, elle est là. Parce que, vraiment, quand tu m'expliques ça, tu me dis, mais c'est trop bien. C'est un système, tu vas être hyper créatif, tu vas faire des trucs de fou. Et le jeu, c'est un open world d'Ubisoft mou. TPS ou FPS ? TPS. TPS, ça il me semblait bien. TPS, alors qui reprend en gros Assassin's Creed, quoi. Mais en version marronasse, parce que t'es dans le Mordor. Donc, et c'est l'Unreal Engine 3 encore ? C'était l'Unreal Engine, oui, mais je sais oui, peut-être le 3 pour le premier en tout cas. Voilà. Avec un système de combat le système de combat de Batman. Parce que c'est Warner Bros. Donc les combats sont très fluides, mais ils sont pas très exigeants. Voilà. Et donc c'est un jeu où, entre guillemets, tu peux te créer tes propres histoires, ça c'est hyper cool, tu vois, mais ça n'arrive... En fait, tu fais tout le temps les mêmes choses, quoi, et c'est redondant, et c'est trop long. C'est dommage. Parce que quand tu dis que c'est trop long, c'est que le jeu est long ou c'est que... Le jeu est très long, ouais. D'accord. Le jeu est très long, pour prendre toutes les bases, tuer tout le monde, etc., ça prend un temps fou, quoi. Et même les déplacements, te déplacer d'une zone à l'autre, ça prend vraiment trop de temps. Donc c'est vrai. Et surtout, c'est redondant, quoi. Au bout du 3e camp que t'as nettoyé de la même façon... Oui, donc c'est vraiment l'open world Ubisoft, parce que moi je déteste ce type de jeu, quoi. C'est ça, et en plus, je te dis, le système de combat à la Batman fait que, avec une espèce d'esquive ultra puissante qui te permet en plus de déclencher une contre-attaque, ce qui fait qu'il y a des scènes, tu peux trouver des vidéos de mecs qui arrivent à faire un combat juste en esquivant et qui tiennent une demi-heure, quoi. Ça a l'air passionnant. Ben voilà, c'est pas un mauvais jeu, tu vois. Si tu es friand de ce genre de truc, et si tu sais être créatif, et si tu te forces à être créatif, tu peux vraiment déclencher des trucs fabuleux. Mais le jeu va pas te pousser à le faire. Oui, mais ça fait partie, tu sais, de ces jeux où le concept de base est intéressant et te permet de faire beaucoup de choses, mais très vite, en fait, tu te rends compte qu'il y a une méthode qui marche très bien et tu l'utilises tout le temps, et du coup, tu casses le système de jeu et tu fais pas ce que les développeurs ont prévu. C'est à toi de te forcer à jouer différemment. Et le problème, c'est que quand ça marche, si on te donne pas 50 fois le même truc à faire, quoi. Si on arrive à t'impliquer, si on arrive à te... Et là, il n'y arrive pas. Et c'est... Voilà, donc c'est bien dommage. Legolas, que voient tes yeux d'elfe ? Je vois une tour radio à capturer. Et la suite, basiquement, c'est la même chose en plus beau, avec plus de variété, un système, tu vois, le système dont je parlais, qui est encore plus... poussé, mais donc leur système, il est vraiment bon, quoi. Il y a une vidéo de Game Maker Toolkit qui est sortie récemment, qui le détaille, et qui te montre à quel point ce système est génial. Mais ça suffit pas à faire un bon jeu, quoi. Ouais. Et à mon avis, je me demande s'ils n'ont pas juste basé leur système, le jeu autour de leur système. Mais le problème, c'est que l'open world est le seul
type de jeu qui te permet de faire ça. Je vois pas dans quel autre type de jeu tu peux... Parce que t'es obligé de laisser le joueur libre, etc. Oui, donc. bien sûr. Mais pas un système à la Ubisoft avec des marqueurs de quête partout et des collectibles dans tous les sens. Voilà. Dans un système à la Breath of the Wild, ça aurait été fabuleux, quoi. Mais voilà. C'était pas le cas. Ok, donc voilà. on passe sur ces deux jeux alors. On passe sur... Oui, honnêtement... À part Stéphane du Seigneur des Anneaux, et encore Mais même pas. Ouais, d'accord. Non, même pas. Ça exploite bien le lore, mais c'est pas... Bref. Voilà. Et je vais finir rapidement, mais je vais faire très vite sur les deux derniers jeux. Parce que c'est des jeux qui ont été offerts... Je pense que tout le monde les a dans le backlog, c'est pour ça que je vais en parler, en fait. Parce qu'ils ont été offerts sur Epic 2 fois, ils ont été offerts dans des bundles. Moi, je les ai récupérés, je sais pas combien de fois ces jeux-là. C'est Darksiders, le 1 et le 2. Le Darksider 1, c'est un jeu que j'avais fait sur PS3, que j'avais beaucoup aimé. Ouais, tu en avais beaucoup parlé à l'époque. Oui, parce que c'était un jeu qui, à l'époque, mélangeait un peu de God of War, de Zelda et de Metroid, tu vois, dans un univers post-apo, etc. 3 trucs que t'aimes pas. Voilà, exactement. Voilà. Alors, j'y ai rejoué. La vache, il y a des jeux qui visent plus que d'autres. Et celui-là, waouh, c'est lourdeau. C'est vraiment lourdeau, en fait. Quand tu y rejoues maintenant et que tu as joué justement à des jeux d'action, tu vois, des beat'em all un peu plus nerveux et tout, là, tu popes dans la moindre zone, tu te fais 10 minutes de combat mou et pas intéressant contre des mecs. Voilà. C'est dommage parce que le premier a vraiment ce côté Zelda qui est intéressant dans la construction avait vraiment des donjons, tu vois, des énigmes, des pouvoirs que tu débloques qui te libèrent des passages, etc. Et il est bien foutu. Et même si son histoire est pas incroyable, c'est du comics américain, il avait un design à l'époque qui collait. La version remaster, elle est... Voilà, ça claque pas aux yeux, tu vois, le remaster. Et ouais, je te dis juste ce côté un peu lourdeau de plateforme, action qui est un peu rude. Et le 2, je l'avais... Moi, il m'était tombé des mains à l'époque. Donc c'était pas bon signe, et quand j'ai essayé de m'y remettre, j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, il a le même côté que le 1 en termes de lourdeur, d'action, et en plus ils ont rajouté du loot. Ce qui fait qu'ils ont rajouté plein de mobs partout, qui repop, et tu passes ton temps à ramasser des bots plus 1 par rapport à celles que t'avais, ça sert à rien, tu t'en fous. Et t'es censé incarner la mort, donc être une espèce de machine à tuer, etc. Et donc en fait, il faudrait le faire en musso, tu vois, pour que ce soit oui, ça. que vraiment tu te sentes de la puissance. Là, tu te frites des mobs qui font 1 mètre de haut, qui sont des espèces de vieux golems de pierre tout pourris, et il te faut 15 combos pour les tuer, quoi. Alors que Thanatos dans Hades, il fait des dégâts à voilà. 9999. Exactement, t'as tout compris. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'arrive pas... Il te fait incarner les chevaliers de l'Apocalypse quand même, s'il te plaît. Hein, mort et guerre. Oui, mais bon, c'est les versions comics, donc... Mais voilà, c'est ça, c'est qu'ils arrivent pas c'est spawn sur un chevalier... Enfin, sur un cheval noir avec des yeux rouges, quoi. Mais c'est ça, mais je te dis, ils auraient dû les faire en musso. En musso, avec des combats dans des passages comme ça, hyper défouloirs, où là, ça aurait été une tuerie. Et des passages de plateforme, action, ça aurait été bien, tu vois. Mais non. Donc ouais, j'ai eu... Les deux me sont tombés des mains, vraiment. Alors que j'avais vraiment une nostalgie pour le 1, et je pensais arriver jusqu'à la fin, j'ai pas pu. Parce que... voilà, je t'ai tout dit, quoi. Il y a des jeux qui vieillissent plus que d'autres. Et je trouve que ceux-là, ils ont vraiment vieilli, et c'était pas la... Du coup, il fallait un remake, pas un remaster. On pouvait garder une partie d'esthétique, parce que c'est quand même un bon mec qui a fait... Il y a des designs de démons, tu vois, qui sont intéressants, et tout. Bon, l'histoire, comme je disais, casse pas trois pattes à un canard, mais c'est classique. Mais voilà, par contre, il y avait... En modernisant le combat, etc., en le rendant plus fluide, ça aurait pu faire des bons jeux. Là, en l'état... c'est vraiment... C'est un peu les mêmes effets que si tu refais les Soul River aujourd'hui, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais oui, un peu moins quand même. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Parfaitement ce que tu veux dire en termes de ressenti de gameplay, ouais. C'est ça, c'est que je te dis, tu t'incarnes guerre et t'affrontes un zombie humain, d'accord, et il te faut 5 coups. Et ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, ok, t'as perdu tes pouvoirs. Non, même. Ton épée, elle est 15 fois plus lourde que le zombie.
C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est dommage. Voilà, c'est juste ça. Il manque ce sentiment de puissance. Voilà, donc là, j'ai purgé une bonne partie du backlog et des trucs que je m'étais dit que je ferais des pas le temps de jouer dessus et que, en fait, j'avais, tu vois. Alors, en gros, sur les 7 jeux que tu nous as parlé, si je compte bien, Oui. il y a un seul que tu nous conseilles. Oui. Eh ben là, on a bien épurgé, tu vois, le backlog, là, déjà. C'est ça, je fais gagner du temps à tout le monde. Ne les faites pas. Enfin, on vous en parlera peut-être en bien, mais il y aura beaucoup de nostalgie qui parle. Voilà. Le Mordor, vous pouvez y jouer si vous voulez voir un système de combat, et encore une fois, comme je dis, si vous êtes en vous obligeant à être créatif, c'est des jeux qui peuvent être très intéressants. Mais il faut savoir qu'on va se fader des quêtes de merde. Et en fait, tu vois, tu me dis pour Darksiders, en fait, effectivement, c'est le petit biais en fait de tes souvenirs en disant ouais, c'était vachement bien à l'époque, et puis finalement, quand tu relances aujourd'hui avec 10 ans de gameplay d'autres jeux entre temps. Mais c'est ça. Ah oui, comme je dis, il y a des jeux qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres. Et ceux-là, ils ont pris très très cher. Et parfois, il y a certains jeux où t'as des souvenirs, il faut pas y retoucher en fait. C'est ça, c'est des jeux qui portent vraiment, tu vois, en fait, ils étaient déjà un peu datés à l'époque PS3, Xbox 360. C'était déjà un double A à l'époque. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'ils étaient déjà un peu datés. Mais le truc, c'est que, bon, ok, c'était le début le premier, il est sorti, c'était le début de la PS3, qu'il ait des petits côtés PS2, c'était pas choquant, quoi. Ouais, aujourd'hui, si. Oui, effectivement. Voilà. C'est tout. Ok, bah écoute, merci Bruno. D'autres jeux à ne pas nous conseiller Bah si, je peux il y en a plein, hein. Non, ça va aller. On garde plus tard. Mais voilà, j'en ai plein. Des trucs que j'ai commencé et j'ai dit c'est trop bien, je vais en faire je vais faire une chronique dessus. Puis 20 minutes plus tard, en fait, non. Enfin, mine de rien, on essaie quand même de faire des chroniques de jeux qu'on va essayer de conseiller malgré tout. Oui, en plus, on essaye de pas tracher, tu vois, j'ai de l'affection pour tous ces jeux, hein. Je trouve qu'ils sont tous bien, ils ont tous apporté quelque chose. Mais quand on dit il faut les avoir faits pour, je sais pas, pour, tu sais, bah non, en fait. Bah écoute, je ne défendrai aucun de ces jeux parce que je n'ai fait aucun de ces jeux à part le premier BioShock, et donc voilà. On te fera confiance. Après, je suis prêt à en discuter, hein. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un qui va te dire ah oui, non, mais je suis d'accord que BioShock 2 c'était de la merde, ou quelqu'un va te dire t'es fou, c'était un des meilleurs jeux de l'époque. Mais peut-être effectivement c'est ça, c'était peut-être un très bon jeu à l'époque. Oui, encore une fois, BioShock, je pense qu'il a été très important. Mais de la même façon que Half-Life 1 a été très important, et pourtant je conseille pas de jouer à Half-Life 1 aujourd'hui. Oui, il faut jouer à Black Mesa. Voilà. Ok Bruno, bah écoute, on va passer à la suite. À la bagarre maintenant. La bagarre. Thomas, j'ai envie de te lancer sur le cri de ralliement de nos parties à tous sur une série de jeux. Mais d'où Mais d'où ça se produit? Ouais, alors je suis très fier de moi. Là, je suis très content d'avoir pourri tes soirées du mois de janvier et de février. Mais avec un bon petit bonheur quand même, puisque pendant les soldes qu'il y avait sur Origin, je suis rêvé subversivement en me disant il y a un petit jeu sympa là, qui s'appelle Battlefield 1. Attends, c'est encore plus vicieux que ça. Alors, je vais juste faire l'historique pour nos chroniqueurs pour qu'ils comprennent. En gros, on a un ami commun qui m'a dit oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait du Battlefield 4, c'était sympa, est-ce que ça te dirait pas de le réinstaller? Alors bon, je me plains suffisamment de ma connexion dans ce podcast pour expliquer que oui, ok, je l'ai fait, mais ça m'a pris 3 semaines, je crois, pour télécharger le jeu. Non, une semaine. Allez, j'exagère. Une grosse semaine. Une grosse semaine. Et en fait, quand on y a joué, Thomas nous a rejoint, lui, en 15 secondes avec sa connexion. Oui, il faut dire que je les ai vus jouer, j'ai fait ah mais vous jouez à Battlefield 4, vous m'avez pas prévenu. Voilà. J'ai fait télécharger, installer, il s'est écoulé à peu près, je crois que je t'avais dit, genre 3-4 minutes. Ah, on n'avait même pas fait une map. Ouais. Et voilà, et en fait il a réussi à nous faire la suite de ce que tu vas décrire, donc du lobbying très très fort en nous disant mais en fait le 4 il est pourri, et je te laisse enchaîner. Voilà, exactement. Le 4 il est pourri, il est vieux, et c'est un très bon jeu, mais par contre le 1 est à 7€. Donc achetez le 1, il faut que vous achetiez le 1, venez jouer avec moi au 1, parce que le 1 c'est vachement bien, il est à 7€, donc venez parce que le 1 il est vachement bien, et j'ai fait ça pendant à peu près 2 heures. Et au final on l'a acheté derrière.
Et au final, qu'est-ce qui s'est produit ? Ça fait un mois qu'on y joue. Voilà, c'est un mois qu'ils y jouent. Notre ami commun, effectivement, est tout le temps à fond, genre ah ouais, c'est trop bien, etc. Et du coup, on s'est remis à jouer à Battlefield, et j'ai relancé aussi le 5, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une chronique sur cette série, parce que c'est quand même une série majeure du jeu multijoueur des années 2000 et 2010, qui a quand même marqué son époque, et qui s'est vendu quand même bien. Oui, il n'y a pas beaucoup de séries qui peuvent se targuer de concurrencer Call of Duty en termes d'aura. Alors, c'est pas tout à fait la même aura, et c'est pas la même régularité, c'est-à-dire que... Et encore non, heureux. c'est pas la même régularité, et surtout, c'est pas le même public. Non. Il faut bien... Alors déjà, resituons le jeu. La série, donc, c'est une série faite par le développeur suédois DICE, qui maintenant appartient à Electronic Arts, qui a commencé en 2003, si je dis pas de bêtises, ou 2002. C'était un mode pour quel jeu à la base ? Mais c'est même pas un mode, il y avait 1942 qui est sorti. T'es sûr ? J'étais persuadé que ça avait démarré comme un mode pour... Moi, je confonds peut-être avec... eu des modes, je confonds peut-être avec un autre jeu. Je pense que tu confonds avec autre chose, parce qu'il y a effectivement le Battlefield 1942 qui est sorti. Donc ça, c'était en 2002-2003. Qui était un peu novateur pour l'époque, parce que ça faisait partie des... À l'époque, il y avait du Quake 3, du Unreal Tournament, du Counter-Strike, éventuellement. Mais en jeu multi, où tu pouvais faire des équipes où tu étais à 16-32 joueurs... il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, ça a été la tendance, d'ailleurs, c'est Counter-Strike qui a beaucoup redynamisé ça, quoi. Ouais. Il y avait une petite deathmatch dans Q3 et dans Unreal Tournament, mais c'était pas tout à fait la même chose. Non, c'était pas pareil. La grosse différence, c'est que Battlefield a apporté quelque chose de nouveau, Ouais, qu'il y avait aussi dans PlanetSide aussi, Team à Fortress. un autre niveau, ou dans Team Fortress. Ouais, mais Team Fortress, c'était des petites équipes. C'était la logique de conquête, et tout s'est basé là-dessus. Oui, je vais revenir en détail après. Donc, la série, donc, je vais faire la petite chronologie. On a eu 1942, il y a eu Vietnam, il y a eu le 2142, que j'ai pas joué. Non, moi non plus. Voilà. Il y a eu le 3, le 4, le Hardline, le 1 et le 5. C'est tellement logique. Et là, pour ceux qui connaissent pas, vous avez rien compris, mais pourquoi il y a le 1 ? Parce que c'est Première Guerre mondiale. Oui, enfin... Mais je vais expliquer. En gros, 1942, ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale. Vietnam, c'est logique, c'est la guerre du Vietnam. Oui, jusque-là. 2142, c'est du futuriste. Voilà, bon, peu importe. Le 3, c'est du moderne, contemporain. Oui, voire même un peu futuriste. Un tout petit peu. C'est peut-être un petit peu, ouais, le 4, ça, on va dire, c'est... Oui, c'est du contemporain ou, comment dirais-je, d'anticipation léger. Ouais. Très léger. Voilà. Le Hardline, c'était la police contre le Hardline, c'est un spin-off, ça n'a pas été développé par DICE en plus. Ouais, mais ça reste un Battlefield. Oui, bien sûr. Ah non, je dis pas le contraire. Qui s'est très mal vendu, qui est sorti un petit peu entre deux. Et qui a tué un de mes studios préférés. Oui, c'est vrai. Et Battlefield 1 qui est sur la Première Guerre mondiale, et le 5 qui est de nouveau sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme je disais, le grosse nouveauté, c'était les affrontements avec des grosses équipes. Donc 16, 32, 64 joueurs, donc 2 x 32. Avec un mode de jeu qui était basé principalement sur le conquête. Et le conquête, c'était quoi ? C'est 2 équipes qui démarrent avec des drapeaux, une sorte de capture the flag. Donc il y a différents drapeaux sur la carte. Et vous devez, avec votre équipe, arriver chaque drapeau, rester un certain temps pour faire monter la jauge du drapeau pour la capture, en fait. Et chaque équipe a un nombre de tickets. Et quand la première arrive à 0 ou au maximum qui est prévu, donc à chaque fois que quelqu'un meurt ou le temps que le drapeau reste dans votre équipe, le nombre de tickets augmente ou diminue. Et vous gagnez comme ça et vous passez de manche en manche, etc. C'est ultra simple. Alors, c'est ultra simple et oui, pardon, vas-y, je te laisse. Voilà, c'est ultra simple dans le concept, mais en fait non, parce que étant donné que vous faites des affrontements avec beaucoup de joueurs, automatiquement il y a plein de stratégies à mettre en œuvre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de cohésion dans l'équipe, et ça, tout joueur de Battlefield l'ont bien connu, on a tous ragé contre une équipe en disant vous êtes nuls, il y a toujours un mec qui va faire n'importe quoi avec son tank, parce qu'il y a des véhicules dans Battlefield, t'as toujours un mec qui va prendre un avion et qui va faire des ronds et qui va toujours exploser en 2 secondes, des mecs qui vont faire des équipes de 1, etc. C'est que contrairement à ce qu'on avait l'habitude en Team Deathmatch, un très bon joueur dans une équipe peut faire gagner l'équipe. Voilà, il va complètement carry la game. Voilà, et là, ça suffit plus. Parce que tuer les gens ne suffit pas à faire gagner. Ça te fait gagner des points, mais c'est pas le nerf du truc. La prise de position et tenir les positions te rapporte plus que tuer des gens, même en grand nombre. Et vu que les cartes sont très grandes, le mec peut pas être partout. Et donc, obligatoirement,
s'il n'y a pas un peu de coordination d'équipe, voilà, tu perds. Ah, exactement. Et il faut savoir que dans Battlefield, ça a été rajouté au bout, je crois dans le 2, il y avait des systèmes d'escouade. Donc en gros, voilà, vous êtes un groupe de joueurs qui s'organisent entre eux, où le leader des squads va donner des ordres, donc ce qui permet de déjà, même sans avoir le vocal, de un peu avoir un minimum de stratégie. Et ça, c'est une idée géniale. Hein. C'est une idée géniale. Mais même une très bonne escouade ne pourra pas retourner la game quand toutes les autres escouades ne jouent tout seul dans leur coin et il n'y a pas de cohésion. On en a eu la démonstration tout le mois de janvier. Hein. Oui, tout à fait. Il y a des parties, tous les joueurs qui ont fait du Battlefield dans le réseau, où tu sors de ta partie, tu te dis c'était incroyable. Ouais. Et chaque escouade était parfaitement dirigée. Si le leader ou les escouades ont un minimum d'intelligence de jeu, vont regarder ce que font les autres en termes de capture et ils vont essayer de se synchroniser en disant voilà, on va aller attaquer en même temps qu'eux, ou au contraire on va se séparer pendant qu'eux font telle attaque pour justement prendre un maximum de drapeaux. Donc, c'est ça. Et des fois c'est totalement l'inverse. Si tu finis ta game, t'as perdu et t'es limite un peu frustré parce que t'as essayé de un peu de faire avancer ton équipe. Parce que t'as vu 25 couillons dans un couloir pendant une demi-heure qui essayaient d'avancer et sans comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, quoi. Mais en fait, on est vraiment dans un jeu parfois de stratégie, comme la guerre, c'est que parfois il faut attaquer sur les flancs, parfois il faut savoir battre en retraite quand il faut savoir éventuellement utiliser les véhicules, parce que le jeu, enfin, un des grosses forces de Battlefield, c'est les véhicules. Oui, aussi, oui. Des tanks, des jeeps, des motos, des avions, des bateaux. C'était une des grosses nouveautés d'ailleurs. Il n'y avait pas tant de jeux que ça qui le proposaient, quoi. J'ai cité PlanetSide parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit comme ça. T'as les Unreal Tournament 2003 et 2004 qui avaient des modes véhicules, mais bon, c'était anecdotique. C'était vraiment la blague. Ah oui, c'était pourri, oui. Alors que là, non, il y a... Et puis, il y a, comme tu dis, il y a avion, bateau, tank, jeep. C'est-à-dire que c'est pas... et surtout avec des gameplays exigeants, différents. Oui, tout à fait. Parce que l'avion, dans les Battlefield, c'est compliqué, quoi. C'est pas évident, il faut savoir le maîtriser. Et au-delà des véhicules, un point très important aussi qu'on n'a pas abordé, c'est les classes. Puisque dans Battlefield, il y a des classes à pouvoir sélectionner en début de partie, enfin quand on veut d'ailleurs, on peut changer quand on veut, qui permettent justement de rajouter encore une autre couche de stratégie. On va pouvoir par exemple jouer Assaut, qui est le soldat de base. On va pouvoir jouer le soutien, qui va pouvoir me donner des munitions, qui aura des dynamites ou du C4, ce genre de choses, en fonction de la version. Le médecin, qui soigne son équipe, qui ravive les blessés ou les morts. Enfin, raviver les morts, mais bon. Oui. Vous voyez le logique. Avec un défibrillateur. Voilà, exactement. Mais il y a le sniper, on va avoir l'ingénieur, ce genre de choses, qui peut installer différents équipements. En fonction du jeu, pareil. Hein. Oui, il y a eu des évolutions dans les classes, parce que forcément, déjà, ils se passent pas aux mêmes époques, donc il n'y a pas les mêmes exigences. Oui. Mais ouais. Donc ça rajoute une escouade où on va trouver un bon équilibre dans chaque classe, on va avoir encore une force supplémentaire par rapport à une autre où tous les mecs veulent jouer soutien pour balancer de la bastos pour faire la bagarre. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on parlait des points tout à l'heure et des bons joueurs. Voilà, même si on n'est pas très fort entre guillemets en nombre de kills, c'est-à-dire qu'on tue pas beaucoup d'adversaires, c'est un jeu où jouer soutien peut te rapporter autant de points sans problème que justement être le... Oui. Ça, effectivement, ça a extrêmement évolué. C'est-à-dire que beaucoup de jeux traditionnels dans le multi de l'époque, des années 2000 et encore récemment, tu joues sur le kill. Tu fais un kill, tu gagnes des points, etc. Et Battlefield, comme c'est un jeu stratégique, malgré tout, le jeu essaye de te récompenser dans toutes tes actions. C'est ça. Exactement. À partir du moment où tu utilises, tu seras récompensé. Tu gagnes des points en fait, puisque le classement n'est pas en nombre de kills, il est uniquement en nombre de points. Et les points, on les gagne quoi? En capturant des drapeaux, en soignant tes coéquipiers, en leur donnant des munitions, en réparant un véhicule, en respectant les objectifs qui t'ont été donnés par ton chef d'escouade. C'est un jeu qui encourage énormément ça. Si tu protèges le drapeau, tu as aussi des points. Si tu restes sur un drapeau à le protéger, tu gagnes des points. Les assistances sur les kills aussi, par exemple, si tu fais un certain nombre de points, c'est un truc qui a été ajusté, de dommages, mais qui te permet en fait, si quelqu'un tue cet ennemi alors que tu l'as mis à 90% de dommages, ça sera considéré comme un kill pour toi. Voilà, donc automatiquement il y a un système de récompense qui est super intéressant et super valorisant pour le joueur. C'est-à-dire qu'il n'est pas frustré d'arriver, ce qui était le cas dans les premiers Battlefield, de se dire en fait j'ai mis un gars à 5% de vie et en fait il m'a tué et j'ai rien gagné. C'est pas le cas.
Donc on gagne des points à partir du moment où on est utile. De toute façon, oui. Enfin voilà. Et en plus, on gagne les points qu'on fait, etc. C'est l'expérience qu'on gagne, puisque c'est quand même un jeu un peu à loot, même beaucoup à loot, où on va débloquer effectivement des classes, des armes, des skins. Alors en fonction des jeux, parce que dans certains c'était pas très équilibré. Hein. Oui. Je pense au 3 en particulier. Un peu moins dans le 4, c'est un peu moins vrai. Après, on peut en rentrer dans le détail si on veut de chaque, hein, parce qu'ils avaient tous ils ont tous eu des avantages et des défauts. Comme tu dis, le 3, il y avait quand même des gros défauts d'équilibrage entre certains trucs. Il y avait des choses qui étaient complètement overkill. Oui, il y avait des armes, on disait c'est celle-là qu'il faut prendre, c'est sûr. Ah oui, voilà. Une fois que tu l'avais, voilà. Et le 4, les armes manquaient quand même généralement de punch global. Quand j'y ai rejoué, c'est ce qui m'a marqué. Mais c'est un jeu qui a affiné sa recette en fait. C'est ça surtout qui est assez fabuleux quand tu as suivi un peu la série, c'est de voir toutes les petites améliorations et tous les petits réglages qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Qui font que, ouais, quand tu nous as conseillé le One, on s'était dit, bon, ouais, ok. Puis... Alors, non, mais le 1 est tellement... Mais ouais, vraiment, ils ont atteint un degré de finition là-dessus. Et comme tu dis, c'est-à-dire que tu entames... Enfin, tu sors jamais d'un affrontement sans avoir fait progresser quelque chose dans ton équipe. Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez incroyable, quoi. Il y a une sensation entre guillemets, d'utilité. Alors, tu vas être frustré, comme dans tous les jeux, si tu te fais tuer un peu bêtement. Mais, ceci dit, tu te fais tuer bêtement, souvent parce que tu as agi bêtement. Tu as été trop pressé, par exemple, de réapparaître sur la carte. T'as pas fait attention là où tu vas réapparaître. Ou tu as voulu... tu as été trop gourmand, entre guillemets, en te disant « je vais essayer d'abattre tel ennemi », mais t'as pas fait attention que t'en avais deux autres sur les côtés. Tu vois, comme les raptors. Et... Non mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est un jeu qui récompense l'intelligence de jeu autant que les réflexes. Donc, tout à fait. Et c'est un jeu qui a souvent été mis en fait face à Call of Duty. Pourtant, moi je considère que c'est des jeux totalement différents. Oui, ils ont rien à voir. Et je trouve qu'il est plus exigeant, même si voilà, j'ai rien contre Call of Duty. Surtout le multi, je le trouve en fait très différent. Et Call of Duty, c'est l'héritier des. Enfin, c'est un gameplay en fait à la Quake. Hein. Moi, je maintiens. Oui, le peu que j'ai fait en multijoueur sur Call of Duty, c'est beaucoup plus nerveux. Voilà, alors qu'un Battlefield, c'est un peu plus posé. Enfin, ça reste quand même assez péchu. C'est pas du tout la même chose, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de les opposer. Non, puis c'est un jeu qui se joue en équipe, quoi. Alors, avec des potes, c'est encore mieux, hein, forcément. Parce que quand vous êtes sur une squad qui communique, là, le jeu prend une ampleur qui n'a plus rien à voir. Je veux dire, on en discutait, c'était des soirs où j'étais qu'avec Eric. L'ami commun. Eric, voilà, l'ami commun. Et on se disait quand même, ouais, bon, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est mieux quand on est 4 ou 5 dans l'équipe, quoi. Parce que... Oui, il y a une synchronisation des attaques. Il y a rien de plus vraiment jouissif que quand tu lances une attaque à une squad complète, à 5, par exemple, et que tu prends l'objectif, que tout le monde est coordonné, tout le monde se protège les uns les autres, on communique ensemble. C'est extrêmement satisfaisant. En fait. Non, puis oui, quand t'es médecin, que t'arrives à ressusciter ton pote et que ça te permet de gagner... Enfin, ouais, non, c'est... Ouais. Et c'est mort, ces moments un petit peu, entre guillemets, de génie ou de fulgurance, quand toute une équipe se lance à l'assaut d'un point donné et qu'on voit effectivement en fait une vague de soldats qui arrivent comme ça, il y a des petits moments de grâce qui sont assez exceptionnels. Alors, on se faisait la réflexion justement en jouant au 1, parce que du coup, bon, voilà, notre historique, moi, Battlefield, c'est une série que j'ai commencé, je crois, j'ai joué au 2, au 3 et au 4. Le 2, on est joué ensemble. Ouais, mais j'ai pas fait le 42 à l'époque, et bon, enfin, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le 1, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que tu dis. C'est ces moments où on a l'impression de... Quand on se représente la Première Guerre mondiale, on se représente toujours les tranchées et les charges depuis les tranchées. C'est-à-dire tous les mecs qui sortent des tranchées, qui se mettent à charger sur l'adversaire et qui se font massacrer, quoi. Alors, on sait très bien que c'était pas ça la vérité de la Première Guerre mondiale, hein, on n'est pas en train de faire de la... Voilà, mais bon, passons. Battlefield arrive à refaire ça. Et je sais pas comment... Et le 1... fait ça, alors que c'était beaucoup plus diffus dans le 3 et le 4, c'était des moments les cartes étaient beaucoup plus grandes, et le
Le fait que ce soit plus moderne, c'est-à-dire qu'il y ait des avions, des jeeps, des tanks, c'était plus rapide, je sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est de la guerre moderne, c'est vrai que alors c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas des jeux qui se veulent fidèles à la réalité et historique. Mais le 1, juste pour situer celui-là, parce que pour moi est mon préféré et clairement le meilleur, ils ont fait un gros travail dessus et effectivement au niveau de l'ambiance générale du jeu, elle est juste incroyable. Il y a une sensation effectivement de puissance et de danger permanent dans ce jeu que je ne retrouve dans aucun autre Battlefield. Alors c'est un jeu où tu meurs vite, mais genre très vite. Bizarrement, combien de morts 25 millions de morts. Oui. Non mais mais vraiment ils arrivent vraiment à déclencher. Je te dis, je sais pas, est-ce que c'est dans le level design, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Je pense que c'est plein de trucs. En fait, je vais parler d'un point là, qui est spécifique à Battlefield et qui est tellement vrai dans le One, c'est déjà la partie audio. Oui, oui. Le travail audio dans ce jeu, et enfin dans tous les Battlefield en général, ils ont fait un travail sur les armes et sur les explosions, sur l'ambiance générale, et particulièrement sur le 1, qui est juste incroyable. Ce qui fait qu'effectivement, comme tu dis, quand tu lances une charge à l'attaque et que tu entends les combats d'avions au-dessus de toi, les tirs d'artillerie, les tirs au loin, les cris des autres soldats, parce qu'il y a une ambiance... ça, je suis d'accord. Tout ça, je suis d'accord. Mais ça, c'était encore valable pour le 3 et le 4. Moi, ce qui m'impressionne, c'est des fois où tu sors d'une tranchée, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et tu vois qu'en fait, il y a 10 mecs. Tu sais, dans ton champ de vision, tu as une dizaine de types de ton équipe qui, spontanément, sont partis au front comme ça. Et ça, c'est des scènes que j'avais pas dans le 3 et le 4, ou très peu. Et je dis, mais c'est... Ça vient du game design. Ça vient du game design, des armes aussi. Le fait que les armes soient plus courte portée, d'une manière générale, t'obligeant à aller plus au corps à corps. Enfin bref, c'est intéressant. Oui, non, mais il y a effectivement toute une logique dans le jeu qui a été développée, dans le game design, dans le son, dans le rendu des armes qui est juste incroyable. Et surtout que les armes en plus elles sont, je trouve, globalement assez équilibrées dans le 1. Il y a quelques-unes qui sont toujours un peu moins bien que d'autres, mais qui fait qu'effectivement tu as une ambiance, un rendu qui est assez incroyable. Alors, on en a pas parlé, mais oui, pardon. Je voulais finir juste sur les modes de jeu parce qu'on a parlé du mode conquête, mais il y en a plein d'autres. Il y a le mode rush où en gros on doit avancer, poser des bombes et l'autre équipe adverse doit défendre au maximum pour empêcher l'autre équipe de gagner, avec toujours un système de tickets. Il y a un système dans le 1 qui est le War Pigeon. En gros, il faut aller envoyer des pigeons de voyageurs pour avoir des tirs d'artillerie et l'équipe adverse doit les capturer et envoyer ses propres pigeons. Il y a du Team Deathmatch, il y a du Supply Drop, c'est des largages de matériel et chaque équipe se bat pour récupérer le matériel pour pouvoir avoir un avantage sur l'autre. Il y a plein de modes de jeu. Donc il y a vraiment de quoi faire. Tu l'as dit, le rendu visuel, parce que c'est aussi une des grosses forces de Battlefield, c'était son moteur, le Frostbite. D'abord, il y a eu le Refractor, après, il y a eu le Frostbite, et qui après est parti dans plein de jeux chez Electronic Arts. Ah oui, par exemple, ça a vachement marché sur Anthem. Ouais. Mais oui, tout à fait. Je pensais pas à ça comme ça. Je pensais toute la logique des animations. Non, mais je suis d'accord. Mais je trollais un peu. Non, Frostbite est un moteur incroyable. Voilà, il y a des rendus de lumière, de textures, etc. Le Battlefield 1 qui a aujourd'hui 4 ans à peu près, sorti en 2016. Ouais. Donc il approche les 4 ans. Et il met encore une bonne douille à pas mal de jeux. Ah, il est en ultra, il est incroyable. C'est un jeu qui est magnifique. Et le 3 et 4 à l'époque étaient aussi très très beaux pour le. Mais tu vois, quand ils sont sortis. Voilà, et donc tu parlais entre le rendu visuel qui est saisissant, parce que traitement de la lumière, c'est-à-dire, c'est tout bête, hein, mais c'est un des premiers jeux qui a géré les effets d'éblouissement. Ou aussi bien en tout cas. Et aussi de façon aussi dynamique, c'est-à-dire vous rentrez dans une pièce, si vous venez de l'extérieur, vous n'allez pas voir tout de suite. Vous allez avoir 1 ou 2 secondes, ce qui donne un avantage à la personne qui est dans la pièce et qui défend, parce que elle est planquée et vous la voyez pas. Donc il va gérer ça. Et c'est aussi un jeu qui a, au-delà du son, comme tu disais, les explosions, le sifflement des grenades qui font que tu es sourd pendant quelques secondes, etc. La moindre balle qui vous passe au-dessus du visage, enfin au-dessus de la tête, ça déclenche un rétrécissement du champ de vision avec un effet de vignettage, un effet de suppression en fait, qui est assez incroyable. C'est vraiment toutes ces petites alchimies d'immersion qui font que la simple fait que le jeu gère la respiration de ton soldat, c'est une des façons les plus fines que je vois dans un jeu. On s'en rend même pas compte, mais on calque sa respiration par rapport à son avatar. C'est incroyable. C'est vrai, il y a des trucs comme ça. Tu disais par exemple la suppression, la suppression, c'est sur la valorisation des points, etc.
tirer vers un ennemi même sans le toucher générera de la suppression sur l'ennemi. Et donc si un autre joueur tue cet ennemi, on gagnera des points de suppression parce qu'on a même si on a perdu. visé on a visé comme un manche, on l'a pas touché, mais comme on aura réduit sa capacité de précision, c'est ça sera plus facile pour le. Voilà, ça considère comme une aide, donc ça marche. Non, D'ailleurs, rappelez-vous tous les films de guerre que vous avez pu voir, où à chaque fois il crie tir de suppression. C'est exactement ça. C'est pour déséquilibrer les adversaires en face. Bien sûr, mais désorienté. Hein. Parce que bon, quand vous avez des balles qui vous passent au-dessus de la tête, bizarrement, vous arrivez moins bien à viser. Ouais. Moi, je pense que je serais un peu plus inquiet, effectivement, si ça commence à siffler et claquer autour de moi. Oui. Donc, il y a plein de trucs comme ça, tu l'as dit. C'est des jeux aussi à DLC, on va dire un peu les points qui fâchent un peu. Hein. Ah bah, c'est les jeux à service. Ouais. Je veux dire. Alors, c'est du jeu multijoueur, donc il faut que les joueurs restent. C'est ça. Donc, il faut du DLC et... on a longtemps ragé sur les tarifs des DLC parce qu'à chaque fois qu'un DLC sortait, c'était 15€ pour en gros 4-5 cartes. Quoi. Oui, alors après, c'est. Oui. Mais ça, ok, Oui. soit. Ça, c'est un vieux débat. Moi, je sais que le 3, on y a passé quoi, 300 heures. Oui, non, mais je veux dire, c'est rentable. Mais Oui. quand tu vois le contenu en fait Oui. des DLC et le tarif, c'était quand même un peu. À chaque fois, je sais qu'on a toujours acheté le DLC avec un décalage d'une sortie pour justement avoir le DLC précédent moins cher. Parce que sortir 15€, c'était un petit peu. C'est pas ça tellement qui m'a dérangé, c'était leur forfait premium, là où tu achetais sans savoir, en fait. C'est ça qui était chiant. Ils ont démocratisé ça, c'est-à-dire que tu payais en avance. Season Pass. Voilà, tu payais en avance un truc, et puis bon, derrière, on te sortait 3 DLC qui t'intéressaient pas, bah tant pis pour toi. Tu t'avais payé, et t'avais payé cher. Parce que le Season Pass, c'était 60 balles. En général, voilà, c'était le prix du jeu, c'est 50-60 balles. Et il fallait remettre encore 50 boulesses pour avoir le Season Pass. Et comme tu dis, t'achètes sur une idée vaguement quoi, de ce qu'il va y avoir. Quoi. Donc c'est un peu gênant. Et heureusement, Battlefront 2 est arrivé. De DICE, hein, toujours. Du coup, toujours de DICE. Jeu de commande, ceci dit, pour Star Wars. Voilà. Et du coup, ça a fait tellement scandale. Est-ce qu'on a besoin de réexpliquer ? Je ne pense pas. Si, on va en revenir, on va réexpliquer très rapidement. C'est que c'est un jeu qui avait poussé la monétisation tellement loin dans son... Comment dire ? On utilise souvent l'expression pay to win. Là, c'était même pas ça, c'était un casino. C'est-à-dire que vous deviez payer pour avoir des chances de peut-être faire des dégâts en plus quand il est sorti. Ouais. Donc c'était poussé tellement à l'extrême la monétisation de chaque élément du jeu, et ça déséquilibrait tellement les parties qu'en fait ça cassait le jeu. Au-delà de déclencher des systèmes accros purement casino, quoi. Donc ça a entraîné quelques lois dans le monde, n'est-ce pas ? En Belgique. Entre autres en Belgique. Et ça a modifié beaucoup de comportements, tant mieux. Bon, Electronic Arts, comme d'habitude, a poussé le bouchon tellement loin que ça leur a claqué à la gueule, mais... Mais ceci dit, merci Electronic Arts, parce que du coup, le Battlefield 5 qui est sorti plus tard, est sorti en disant tous les DLC seront gratuits. Oui. Bah alors, oui. Il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a aussi que tu as d'autres jeux qui sont... ils se retrouvent... Oui, non, bon, on va pas faire le débat des DLC, etc. Non, mais c'est pas ça, c'est que derrière, la monétisation... c'est aussi l'ère des free-to-play avec des systèmes différents et des jeux à service qui ont évolué, quoi. Bon, c'est autre époque. Autre époque, ouais. C'est quand même des jeux aussi dans lesquels on essaie de faire rentrer au forceps des modes solo. Alors, je vais quand même en parler. Je vais en parler quand même vite fait. On peut. Je vais parler vite fait. En gros, il y a 3 catégories de Battlefield. Donc déjà, on a les bad company. Oui, qui sont plutôt des bons jeux. Et qui sont quasiment que solo, eux. Voilà, non, il y avait eu du coop. Oui, il y avait du coop. Mais c'est du coop dans du solo. Voilà. Le premier qui était très rigolo, c'était vraiment... il porte bien dans les Bad Company. Ouais, alors par contre, j'ai essayé de refaire le 2 il y a pas longtemps, le Bad Company 2, parce que j'en avais pareil un bon souvenir. Aïe. Mais genre vraiment, j'ai pas pu. Donc après, c'est un peu vieux maintenant. Mais c'est très moche déjà, et vraiment, tu vois. Ceci dit, les Bad Company avaient rajouté quelque chose qui était très intéressant et qui a été repris dans les deux autres Battlefield derrière, c'était la destruction des décors. Ça je suis d'accord. Mais par contre, non, c'était un jeu, tu sais, c'était vraiment le FPS à couloir absolument dégueulasse. Enfin bon, bref. Bon, on va pas en parler, on est pas là pour ça. Je voulais juste dire, voilà, il y a eu ces deux jeux-là. Voilà. Ils sont vieux maintenant, je pense que c'est pas très intéressant de leur faire. Peut-être le premier Bad Company, peut-être. Écoute, avec des potes. Mais encore même pas. Je pense que c'est pas très intéressant. Non. Ensuite, ils ont sorti les solos donc, du 3 et du 4, et là,
comment dire? Ah bah c'est la subtilité d'un 33 tonnes. Bah, justement, quand notre ami commun m'a demandé de réinstaller le 4, je me suis fait la campagne solo. Non mais t'es fou. Et bah, en même temps, ça dure 5 heures. Oui, mais quand même. Et 5 heures que tu ne récupéreras jamais. bah, j'avais déjà fait en plus, c'est ça le pire. Et, Donc, et, je, 2 fois. et je me suis dit, je me suis fait la réflexion fabuleuse, c'est que j'ai fait un face. Enfin, tu vois, je me suis pris la tête dans les mains, je sais pas, toutes les 20 minutes à peu près en le faisant. Le gameplay est T'avais bon. pas assez de main pour faire ton Ouais, pas c'est de ça. passe, tu vois. Non, mais le gameplay est bon, c'est-à-dire c'est le gameplay multi, les gunfights Oui, sont c'est bons, propre. tu vois, il y a de l'ambiance, etc. Donc dès que ça tire, ça va. C'est tout le reste qui va pas. Et, et je me suis dit à un moment, j'ai fait ah, ça y est, le jeu démarre enfin, et générique de fin. J'ai fait ah, Oui, non, mais, merde. oui, non, mais t'as des passages dans le 4, par exemple, quand tu es sur le porte-avions et que tu montes à bord qui marchent très bien parce que visuellement c'est fou. Mais c'est toute La l'histoire. mise en scène. C'est toute l'histoire qui va pas. Ouais, mais l'histoire est. Enfin, c'est un intérêt. Et dans le 3, tout le monde se rappellera du passage du rat. Enfin, bref. Oui, Je regardais sur YouTube. Voilà, les 3 et 4, c'est des solos qui ont été rajoutés parce que Electronic Arts a dit qu'il faut mettre un solo parce que voilà, il y a des parce joueurs que qui Call of pourront Duty. jouer que tout seul. Ouais, parce que Call of Duty. Alors que c'est toujours été des jeux multi, ça n'avait aucun sens Alors, de mettre des solos dedans. oui. Enfin, DICE n'avait pas la compétence pour faire ça. Oui, mais j'avais lu un autre truc qui disait que DICE, en fait, c'était aussi une volonté de DICE en interne. Parce qu'eux, ils voulaient ça. Et ça colle, hein. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est quand même DICE, pour s'oxygéner des Battlefield, ils ont fait Mirror Edge, tu vois, à une époque. Oui, bien sûr. Et parce que les mecs en interne, ils disaient, ouais, attendez, nous, on va pas refaire le même jeu, tu vois, même si on ajuste et qu'on change de décor et tout, on va pas refaire le même jeu ad vitam. Et donc ils voulaient faire ça. Ouais. Bon, Mais ils n'auraient pas dû. bah, pas comme ça en tout cas, et puis surtout... En tout cas, enfin surtout c'est quand tu vois, donc du coup je passe la deuxième catégorie de solo, ceux du 1 et du 5, Mm. qui sont beaucoup plus intéressants. Je sais pas si tu as commencé un peu sur le 1. J'ai fait un peu, ouais. Donc bah, le 1, en fait ce qu'ils ont fait pour le 1 et le 5, c'est que déjà c'est pas une longue histoire, Mm. C'est avec des un petites truc histoires, inventé. ouais. C'est des petites histoires courtes qui vont raconter des moments de la guerre, tout simplement. Donc on va avoir une séquence dans un tank britannique, il y a une partie sur les comment ils s'appelaient, les soldats de Harlem là, qui sont battus, qui après avaient été intégrés dans une compagnie française à l'époque, qui ont été mieux traités par les Français que par les Américains. Histoire très intéressante, je crois qu'il y a une vidéo de Nota Bene sur le sujet. Et non mais c'est très intéressant en fait. Et en fait c'est découpé comme ça il y a un petit passage sur Laurence d'Arabie par exemple aussi. Et je trouve que c'est vachement plus cool à jouer. Déjà, il y a plein de décors différents, etc. Oui, après, c'est pas très subtil en mise en scène, hein. Faut pas s'attendre non plus. Non, c'est pas incroyable, mais par contre, c'est quand même divertissant à jouer. Et on se tape pas 5 heures comme dans le 3 et 4, d'histoire. En gros, c'est des méchants terroristes, allons à l'autre bout du monde, des méchants chinois, etc. Oui, puis il y a un autre truc qui est pas mal, c'est que pour le coup, j'ai trouvé que ça leur permettait d'intégrer des mécaniques de gameplay. Et c'est des gros tutos. Ouais, mais de façon fluide en fait, parce que quand tu fais une campagne solo globale où on t'apprend à un moment à piloter un tank et puis après tu te retrouves dans un avion, même si c'est pas le cas justement, mais ça colle pas. L'espèce de super soldat qui fait tout, c'est complètement délirant. Alors que là, tu incarnes un pilote d'avion, tu vas incarner un mec dans un... c'est plus voilà, c'est plus naturel, on va dire. Et alors surtout, il y a un truc pour faire un pied de nez à Call of Duty, c'est que dans le 1, ils ont mis plein de passages. Tout le monde se rappelle de ces fameuses phrases collées dans Call of Duty dès que tu meurs, etc. Genre, ne dis pas ce que tu dois faire pour toi, mais pense ce que tu peux faire pour ton pays. Et dans le 1, voilà, ils te mettent genre, il y a eu tant de civils morts à tel moment, il y a eu tant de soldats morts pendant telle attaque de machin. Tant de soldats ont été envoyés sur le front de bidule, etc. Il y a une petite partie historique. Et d'ailleurs, dans le 1, quand tu commences la campagne solo, tu as tout un passage où en gros, tu es obligé de mourir. Oui. Et tu joues, je crois, tu joues un allemand, tu joues un anglais, etc., un français. Et tu es obligé de mourir. Attends, mais toute l'intro de la campagne solo, la toute première mission, elle est géniale. Parce que tu meurs toutes les 5 secondes en fait. Oui, en fait, ils ont reproduit en fait où tu meurs avec systématiquement dans différents camps pour te montrer l'absurdité de la guerre et que effectivement la Première Guerre mondiale, voilà, il y a eu des millions de morts entre les civils et les soldats. Et je trouve ça plutôt intelligent comme pour une fois qu'un jeu fait quelque chose à peu près d'intelligent. Alors après voilà. Calmez-vous, hein, voilà. Attends, parce que dans pas longtemps, Call of Duty ce sera un jeu de sale gauchiste. Hein. Je te rappelle qu'il y a Six Days to Fallujah qui arrive. Ah oui, effectivement.
Bref. On en parlera tout à l'heure peut-être. Ouais, putain. Oui. Non, alors, et du coup, juste, voilà, bon, je vais essayer de finir parce que, voilà, je crois que vous l'avez compris, moi et Bruno, on aime beaucoup Oui. les derniers Battlefield, surtout le 1. Oui. Le 5 est très bien aussi, mais c'est un échec commercial, hein, il s'est pas très bien C'est vrai vendu. Ouais, alors c'est simple, Battlefield 1, les derniers chiffres que j'ai pu trouver, c'est vendu à 25 millions d'exemplaires. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Le 5, les derniers chiffres que j'ai vus, il était autour des 7 millions 5. Ah oui, oui. Oui. Ah oui. Et sachant que je crois que le 4 s'était vendu à 18 millions, un truc comme ça, donc oui, il s'est bien viandé. Mais ceci dit, j'ai joué un petit peu au 5, je le trouve quand même très beau. L'ambiance est bonne, mais il n'y a pas ce feeling que tu peux avoir dans le 1, effectivement, de grandes armées, de gros conflits. Non, et puis alors, surtout, ils se sont retrouvés piégés sur un truc débile, c'est qu'ils sont sortis en même temps que... C'est le pire mois. Oui, puis sur la Seconde Guerre mondiale, au moment où Call of Duty revenait aussi sur la Seconde Guerre mondiale, non? Oui, c'est ça, je crois. Je crois qu'ils sont sortis. Mais ils sont sortis sur un mois de la mort où il y avait beaucoup de jeux, de gros jeux qui sortaient. Genre, je crois de mémoire, en gros, ils l'ont sorti en mode Balek. Sortez-le là, d'ailleurs, ça avait été fait scandale. Je crois que DICE n'était pas trop content d'ailleurs, parce qu'ils l'ont sorti vraiment au pire moment. D'accord. Donc, je sais plus exactement les autres titres qui sont sortis, mais c'était un peu genre, hey, ça vous dirait de sortir entre GTA V et Red Dead Redemption 2? Oui, c'est ça, ouais. Entre le Call of Duty annuel, le FIFA, et puis... ouais, ok. Voilà, c'est un peu l'idée, c'était ça, quoi. Donc, bon, même si, encore une fois, je pense que je connais peu de gens qui jouent à la fois à Call of et Battlefield. Non, je pense pas. C'est pas la même philosophie, Sachant que le 5, il y a quand même des trucs très intéressants, par exemple, sur le système pour ressusciter un collègue, je veux dire. Il n'y a plus de médic, en fait. D'accord. N'importe qui peut relever un camarade qui est au sol, sachant que quand tu es au sol, tu peux appeler pour, en gros, un médecin ou de l'aide, simplement. Ou alors, comme sur tous les autres, rester appuyé sur une touche et repartir. Donc, ils ont simplifié ce mode-là. Mais ils ont peut-être aussi, il y a un petit côté aussi, le fait que tu puisses personnaliser visuellement ton avatar qui casse un peu le logique, tu vois, d'armée. Oui, ça c'est une très très mauvaise idée, ça. Je veux dire que si tu restes dans des tenues militaires, entre guillemets de l'armée, ça va. Mais j'ai vu, moi, des mecs... Déjà que je hurle sur les tanks bleus fluo de BF Battlefield. C'est pas très fréquent. Non, puis même, c'est des... Entre guillemets, c'est pas des créations des joueurs, mais il y a certaines skins que je trouve moches. Mais bon, quand tu connais les uniformes de la Première Guerre mondiale, elles sont probablement crédibles. Historiques. Oui, c'est possible. Oui, non, mais c'est ça le drame. On va se battre en vermillon. Voilà, le drame est là. Mais, dans le désert, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Non, mais tu vois, par exemple, c'est un peu bizarre quand tu es en tenue... des armées régulières, etc. Et qu'à ta droite, tu as un personnage en tenue d'aviateur et un autre à gauche qui est lui, genre avec un débardeur. Non, ça va pas. Moi, ça me casse un peu l'ambiance. Donc, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré qu'il limite le choix, tu vois. Permettre de changer éventuellement ton visage. Non, mais comme je dis, si tu changes le visage éventuellement, est-ce que tu mets ton béret à droite ou à gauche, quoi. Peau, voilà. Non, puis c'est surtout que c'est un truc très con, c'est que en plus, il faut pas pouvoir reconnaître ses adversaires. Oui, mais franchement, tu vois, le seul truc dans le 5 qui te permet de savoir si c'est pas si c'est un adversaire ou pas, c'est juste en gros si t'as son nom au-dessus ou pas, enfin t'as un marqueur, quoi. Ouais, c'est un bon jeu, c'est même plutôt très bon jeu, mais clairement aujourd'hui, mon conseil, c'est jouer au 1 parce qu'il y a plein de joueurs. Les serveurs sont pleins. Les serveurs sont pleins, des serveurs de 64 joueurs, il y en a toute la journée, ils sont tous pleins. Ils coûtent rien. Parce que en solde, 7 euros. Alors 7 euros la version de base, 9 euros c'était la version avec tous les DLC, etc. Donc, on le trouve à 15 euros facilement, voilà. sur Amazon. Et donc voilà, c'est ça, on la trouve partout. Et vous avez un jeu qui tient vachement la route et qui est vraiment bon, quoi. Ouais, vous allez y passer du temps. Vous pouvez y jouer rapidement, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, etc. C'est addictif. Voilà, il y a du monde. La musique est bien, on n'en a pas parlé, mais la musique il y a des moments en début de carte où il y a des musiques qui envoient. Je me suis fait une petite playlist tout à l'heure pour les courir avec quelques morceaux un peu épiques. J'ai battu mon record 10 km, je peux vous dire que ça marche. Donc allez-y, moi je vous conseille à 200%. Et en plus, le Battlefield 6 va être annoncé prochainement. On sait sur quel thème ils sont ? Alors le 6, les rumeurs qui sont quand même assez visiblement étayées, même si ça reste à confirmer, seraient sur du contemporain mais d'anticipation moderne. C'est quelque chose, tu vois, genre la guerre 2030, 2040, mais... Pourquoi pas ? Voilà.
Bah écoute, oui, moi ça pourrait le faire, à voir. Ouais, ouais, mais Mais voilà, ça dépendra entre guillemets, de la parce réalisation. S'ils font on un en a truc. pas parlé, mais parce que ce qu'ils avaient mis dans le 1, ce qui était une nouveauté et ce qui est absolument fabuleux, c'est la météo dynamique. Oui, oui, non mais. Parce que Tempête de parce que sable, dans la le pluie, la 4, neige. il y avait des évolutions. Dans le 4 et le 3, il y avait des évolutions météo, mais qui étaient scriptées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la partie avançait, la météo changeait. Et dans le 4, c'est aléatoire. Et c'est fabuleux, quoi. Hmm. Dans le 1, Voilà, tu veux dire. c'est aléatoire. Oui, oui. C'est un jeu fabuleux. Ouais. Ah oui, non, mais Voilà. les combats, quand dans le brouillard, où du coup toute la stratégie change parce que les avions sont inutiles, les snipers voient plus à 2 mètres, et enfin c'est incroyable, quoi. C'est comment un Ouais. simple. La météo, ouais, bah ouais, ça change. La tempête de sable, Ouais. c'est. Bref, c'est 9, je dis. Voilà, c'est 9 sur 10. Ah, on met des notes, nous, Euh, maintenant. non, bah, je sais pas pourquoi. Écoute, je me suis dit pourquoi. D'accord. Non, 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 mais, Non, non, j'avais mais pas je lu note le pas de mémo, notes, c'est pour ça. mais. Ah, mais écoute, tapez le note de service. Écoute, non, mais ça, c'est Roger qui l'a pas fait passer. Je suis T'es viré. viré, Roger. Roger, t'es viré. Ouais, jouez à Battlefield 1, c'est très bien. Je veux pas s'éterniser. Achetez-le. Voilà. Et Et on passe à la suite. exactement. On a beaucoup de trucs à dire. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Et c'est l'heure de la rubrique du à part ça. Donc on parle un peu de tout. On a pas mal de sujets. Je pense qu'on va peut-être rager, comme d'hab. Dis-moi Bruno, de quoi tu veux nous parler ce mois-ci? Stadia. Encore? Ouais, mais c'est pas dans le ESF cette fois. C'est pas dans. Enfin, bah oui, mais Un je peux peu pas quand passer à même. côté de cette info-là. Non, bah non. Enfin, Google a fermé la division création de jeux vidéo de Stadia. Hmm. Je crois que Jed Alors, n'est pas contente. non, mais c'est pas. Enfin. Alors bon, ça a fait beaucoup parler parce que en même temps, je crois que c'était la même semaine d'ailleurs. Il y a plusieurs papiers qui sont sortis sur les déboires d'Amazon Oui. avec ses studios de création qui galèrent aussi. Et c'est quand même 2 acteurs énormes avec des moyens illimités, hein, parce qu'on va pas se mentir, autant Amazon que Google, s'ils ont envie de mettre des millions pendant des années, ils peuvent le faire, Oui, aucun problème. et qui se cassent la gueule en fait. Et ça m'a fait penser que Microsoft, en fait, ils ont galéré tout pareil au début, hein. Ils ont mis des années à s'en sortir, et en fait ils s'en sont sortis par des rachats. Bah, en fait, Ils ont racheté des studios. quand tu crées un studio, en fait, ils embauchent des gens, mais il n'y a pas forcément d'alchimie ou tu vois, de culture C'est d'entreprise. ça. Donc, automatiquement, c'est compliqué de sortir des jeux ou d'avancer sur des projets quand les gens ne se connaissent pas ou n'ont pas l'habitude encore de travailler ensemble. Oui, et puis surtout quand du coup voilà, quand il n'y a pas de projet entre guillemets, enfin, on est sur le jeu vidéo, ça reste Un art. quelque chose où je pense un art, et donc s'il n'y a pas de comment dire d'implication, une envie des gens, une vraie envie Oui, c'est ce que je dis. de faire quelque chose, ça marche pas. Il faut une émulsion dans Et, l'équipe, il faut que les gens aient et envie. regarde, et pour reprendre mon parallèle, pour moi le gros échec de Microsoft, alors qu'ils sont en train de corriger maintenant, ils s'en rendent compte. Si tu regardes, c'est The Coalition et 343 Industries. Ils ont d'ailleurs, c'est l'échec global de la Xbox One, hein. C'est ce moment où Microsoft s'est dit ça y est, on est installé, on est un bon acteur. Mais les studios qui les avaient portés là étaient épuisés par le management Microsoft, ont décidé de partir, Bungie, et Epic, qui leur a filé le bébé Gear of War. Et qu'est-ce qu'a dit Microsoft? On va fonder des studios, et on va leur filer le truc. Alors les studios sont toujours là, ils ont livré les jeux, mais alors des jeux... Bah, c'est les mercenaires, hein, donc ils t'embauchent les gens à droite c'est à de la gauche. Stadia, Et quoi. voilà. C'est des jeux Stadia, alors, pas mauvais jeu de mots avec Stadia, hein, c'était pas le Hmm. but. Mais Humour. non, mais ouais, j'en blague un. Ouais. Mais Non, mais sur Stadia, c'est quand même un très mauvais message envoyé aux joueurs et aux abonnés. ah, Et en plus, avant qu'ils ferment donc les studios qu'ils avaient montés, ils avaient annoncé en disant qu'il n'y avait pas de problème, que voilà. t'as vu qu'il avait annoncé ça? Oui, bah oui. Bon, non. ce mec, à un moment, il va peut-être falloir que quelqu'un lui dise qu'il a rien à faire dans l'industrie du jeu vidéo, quoi. Oui, c'est bon. Il est associé à tous les lancements pourris depuis. Non mais c'est quand même un mec qui a réussi à faire la PS3, le lancement de la PS3, je veux dire. Tant qu'il était là, ça a été une catastrophe. La Xbox One, quand même. Et maintenant Stadia. Et alors oui, donc je disais tout à l'heure Jed, parce que Jen Raymond, qui était anciennement Ubisoft, qui était parti je sais plus où, et qui du coup avait pris la tête
en fait, de la division création de chez Google Stadia, c'est sa femme, hein. et qui du coup bien ragé sur Twitter, justement en postant un article de Kotaku, mettant en contradiction le fait qu'il disait il n'y a pas de problème, on a la confiance à 200% dans les studios de développement de jeux de chez Google, et puis finalement une semaine plus tard pour les fermer. Oui, et il a reconnu qu'il le savait en plus. Quand il a dit forcément. Donc, bien sûr. Et mon téléphone qui vient de se réveiller. Oui, j'ai cru comprendre. Oui, forcément, j'ai dit OK Google, donc... Alors, il nous écoute. Donc, là, on parle d'eux. Forcément, tu vois, là, ça, c'est déjà direct parti chez Google, là, le message. Je vais me faire fermer tous mes comptes. Donc, ouais, dans Stadia, ouais. Voilà. On va pas s'étendre plus, hein. Stadia, ça fait... Oui, c'est bon, voilà. On râle dessus un épisode sur deux, je pense qu'on a compris notre position. Voilà. Moi, je vais parler d'une annonce assez importante parce que ça concerne beaucoup de joueurs. Ça va pas t'intéresser. Tu vas encore parler de FF15. Non, FF14, non, le dernier, parce que non, c'est quand même important. Ah oui, FF14. Parce qu'en fait, ils ont annoncé donc le dernier, le future extension qui s'appelle donc Endwalker, et donc qui sera en fait la fin de l'arc scénaristique qui a commencé il y a 8 ans. Donc, parce que ça fait 8 ans quand même qu'il y a une trame qui se déroule dans tout le jeu, et ils vont finir donc ça va sortir en fin d'année, à l'automne. C'est un peu décalé par rapport au planning prévisionnel puisque le Covid oblige, c'est un peu pris du retard. Et ils vont commencer après une autre histoire, et donc pour eux, en fait, ça va être une fin d'un cycle de vie. Et derrière, ils vont commencer une nouvelle histoire et potentiellement aussi un changement de moteur graphique. C'est pas confirmé, mais ça risque d'arriver. Un portage PS5 spécifique. Et puis moi je suis plutôt hypé, quoi. C'est toujours une bonne chose, quoi. Ça s'annonce plutôt bien, voilà. C'est toujours juste d'en parler comme ça. Non, mais tu fais bien, de toute façon, c'est ta marotte. C'est ma marotte, voilà. C'est un peu mon marronnier, tu vois. Moi, je crache sur Stadia un épisode sur deux. Toi, tu parles de FF14 un épisode sur deux. Il faut en parler. Quoi d'autre, mon Bruno ? Bah écoute, Nintendo a annoncé qu'ils avaient livré 80 millions de Switch. J'ai envie de dire, pourtant, tous les voyants étaient au rouge pour la Switch. Ah, mais... Tu t'imagines, Nintendo, c'est quand même... Enfin... Ils sont passés de la Wii à la Wii U. Donc la Wii qui était une machine... voilà. Oui, incroyable. Incroyable en termes de vente, hein. Mais par contre, qui avait un défaut. C'est que la Wii, elle a été beaucoup vendue, la console a été vendue, et heureusement qu'ils la vendaient pas à perte, parce qu'en fait, quand tu prends les stats du nombre de jeux par acheteur... Je vois où tu veux venir, ouais. Parce que la Switch, le nombre de jeux... la Switch par rapport au nombre de jeux vendus par console, c'est complètement bas boule. C'est ça. Alors que voilà, la Switch, là, ils sont... Mais non, mais c'est un truc de fou. Et 80 millions... C'était quoi le chiffre ? Il disait, elle a fait mieux dans sa 4e année, parce que là, elle en est à 4 ans d'existence, que la Wii. Non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et il y a même les ventes de jeux, parce que par exemple, sur Animal Crossing, je crois quasiment, c'est... si tu prends, c'est quoi ? Il y a je crois que c'est 30 millions. Mais non, mais les licences, c'est ma boule. N'importe quoi. Non, c'est Mario Kart qui est premier, je crois, avec 30 millions, et après... Mario Kart est premier à 35 millions. 35 millions, ouais. Enfin, en gros, il y a quasiment, c'est par exemple sur des jeux comme ça, sur Animal Crossing ou Mario Kart, c'est-à-dire quasiment qu'il y a un joueur de Switch sur 2 ou 1 sur 3 qui a le jeu. C'est ouf. Bon, après, je serais mauvais genre, je dirais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur le Switch, c'est pour ça. Mais c'est pas vrai. C'est ça. Mais je sais, il y a beaucoup de jeux indés, il y a plein de trucs quand même. Non, c'est une console incroyable. Et incroyable. Mais après, c'est mérité. Hein. Pour moi, elle est vraiment arrivée dans un... Autant la Wii, c'était un gadget. Et on l'a tous vu. Hein. C'est moi, les jeux Wii qui m'ont marqué, c'est ceux qui n'utilisaient pas la Wiimote. Ou très mal. Et la Switch, il y a vraiment ce côté... Enfin, moi, c'est une console... Mais pour moi, c'est une console portable. C'est pas une console de salon. Le côté salon, c'est un bonus. Ouais. Mais voilà. Mais... Oui, c'est malade. Ok, c'est malade. Ouais. Un gros sujet qu'on avait déjà abordé il y a quelques mois de ça. Donc, ce sont les problèmes de rupture de stock sur tout ce qui est technologique. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que là, il y a une nouvelle an chinoise qui faisait que beaucoup d'usines en Asie étaient fermées, donc ne produisaient plus, ce qui arrange bien les choses quand déjà on ne trouve plus rien en stock. Donc, puisque... Laisse-les avoir des vacances, ils en ont pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais voilà, si vous voulez acheter une PS5, une Xbox One S, One X... Non, une Xbox Series S. Oui, enfin, une boîte là. Les frigos là, vous m'avez compris. On s'y retrouve plus. Ouais, vous voulez acheter une Xbox, vous voulez acheter une PS5,
vous voulez acheter une carte graphique, vous voulez acheter un processeur, il n'y a pas, C'est mort. il n'y a rien, c'est mort. Et c'est mort en plus. On en avait parlé, j'avais dit la chose en disant attention, c'est une rumeur, ça a confirmé, mais comme quoi, par exemple sur les cartes graphiques, beaucoup de stocks partaient chez les crypto-mineurs, hein, pour tout ce qui est Bitcoin, c'est Ethereum. C'est C'est confirmé. totalement confirmé. Il y a plein de vidéos de gens qui sortent, de youtubeurs qui disent comment faire leur première ferme pour faire miner du Bitcoin ou de l'Ethereum. Voilà, c'est tout part là-dedans. Il y a peu de stock de toute façon avec les problématiques qu'on a déjà abordées par rapport à l'approvisionnement en matières premières pour les constructeurs. C'est pareil En fait, pour les. ça me rappelle le lancement des. C'était quoi? C'était les 2060 et 2070 et 80. Oui, Il y avait le même il y problème. avait les mêmes problématiques. Et là, c'est démultiplié parce que, comme on en a déjà parlé, déjà, il y a une guerre pour avoir accès au fil de production de chez TSMC pour les processeurs, puisque C'est Sony et Microsoft se trustent une bonne partie pour leurs consoles, mais pas que. Typiquement aujourd'hui, pour les PS5 et les Xbox, les situations risquent de pas s'améliorer avant l'été, peut-être. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ouais, c'est probablement ça. Sur les cartes graphiques, c'est pareil, et sur les processeurs, c'est la même chose. Sur les processeurs, c'est un tout petit peu en train de changer. Mais, Moi, je vois quand même du stock. il y a du stock, mais les prix restent délirants parce que les Non, stocks mais sont les prix, faibles. Oui, c'est ça. Et qui partent. C'est qu'il y a une rotation encore. C'est-à-dire que la demande est encore plus forte que les. Donc, ouais, Aujourd'hui, il y a des c'est- stocks qui arrivent sur certains modèles de cartes graphiques, sur par exemple les 3110, on peut en trouver de temps en temps. Non, mais à des prix Mais les prix restent. qu'il faut pas acheter. Voilà, c'est 200 euros plus cher, 300 euros plus cher, c'est ridicule. Il y a certains qui sont. Mais voilà, c'est une guerre pour en trouver. Les processeurs, effectivement, sur du Ryzen, on peut trouver de temps en temps des stocks, mais ils restent pas très longtemps et les prix sont souvent abusifs, 100 euros de plus au minimum que le prix normal MSRP conseillé par AMD. Voilà, donc moi j'ai une réflexion, c'est qu'est-ce que j'aurai en premier cette année, mon vaccin anti-Covid ou une PS5, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis pas sûr et certain que j'aurai l'un avant l'autre, tu vois. Oui, C'est- là, moi, je prends pas les paris, tu vois. Ouais, non, mais, Honnêtement, ouais, non, mais c'est vraiment très compliqué aujourd'hui de vouloir. Moi, ce conseil que je vais vous donner, si vous avez la possibilité de trouver ce genre de produit à un tarif raisonnable et que vous avez les moyens de l'acheter, n'attendez pas. Parce que je vous conseille pas d'acheter à des prix raisonnables, mais si vous avez une PS5 qui est en stock, vous dites pas ah, je la prendrai peut-être dans 15 jours. À mon avis, elle sera plus là au bout de 24 bah, heures. j'aurais pu. Ouais. Voilà. Ah, bah, c'est ça, ouais. Et carte graphique, c'est pareil. Si vous trouvez je sais pas, une RX 6800 à 590 euros, 600 euros, 620 euros, vous ne posez pas de questions. Oui. Clairement. Donc, mais voilà, ça va être une année encore très compliquée. Et tu me faisais la réflexion l'autre jour. Est-ce que j'attends pas la sortie des prochaines générations de CPU, de GPU l'année prochaine? Parce qu'à ce rythme, Ah, bah, oui, moi, je me pose la question. Ouais. est-ce que vraiment on aura ces générations de cartes graphiques et de processeurs À mon avis, on aura des révisions, ouais. On aura peut-être des révisions, ouais, parce que sur le cycle de vie, techniquement, par exemple, le Zen 4 est censé arriver en 2023. 22. 22? Ouais, mais enfin, ouais, mais crois. ce sera à mon avis Oui, plutôt 23. on verra. Oui, oui. Voilà. Bref, encore une affaire à suivre. C'est ça. Et quoi d'autre, mon Bruno? Ah, est-ce qu'on parle de... Ouais, on va en parler. Gearbox, il se fait racheter. Oui, tout à fait. Alors, il n'était pas le seul concerné par le rachat. Bah, Donc, c'est l'ogre suédois qui rachète tout. Là. Voilà. 1,3 milliard pour Gearbox. Donc, ils rejoignent une écurie de Cador avec THQ Nordic, qu'on appelle le croque-mitaine, ou le croque-mort en fait, dans le jargon. THQ Nordic, pour la blague, c'est ceux ils ont racheté le nom THQ qui n'était pas eux à la base, quand THQ a crevé. Et ils se sont fait une spécialité de racheter des licences de studios morts en fait. Et de les ressortir. Et typiquement, tiens, les Darksiders dont j'ai parlé, c'est ça. THQ Nordic les a sauvés et les a revendus, les a refilés dans des bundles en version remaster à tout le monde. Oui, d'ailleurs, tu as un peu raccourci l'histoire, puisque THQ Nordic, en fait, était déjà un sous-groupe de THQ Nordic Oui. AB, qui lui-même est devenu Embracer Group, qui Oui, regroupe non, en fait les Voilà, deux ça je suis les d'accord. filiales un peu. Non, mais ça je suis d'accord. Je dis, ils rejoignent l'écurie. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont aux côtés de THQ Nordic. C'est Embracer qui est le gros pôle, et en dessous il y a d'autres marques. Voilà, bon. Alors je sais plus, il n'y avait pas que, comme je dis, il y avait un autre concerné dans le rachat, il y avait un truc mobile. Il n'y avait pas que Gearbox. Ouais, oui. Mais bon, Ils ont tellement racheté de trucs, c'est. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on l'avait oublié, mais que Gearbox était un des derniers studios indépendants de ce calibre en fait. Il y en a plus tant que ça. Donc voilà, ok. Et ils sont plus indépendants. Donc vraiment les studios de AAA
indépendants, bah, ça commence à être vraiment rare. Oui, c'est vrai. Et Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais Embracer, aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards de chiffre d'affaires. c'est énorme. C'est genre dans... Si je faisais une blague, c'est le nouveau Bethesda. Ouais, ça pèse comme un Ubisoft. Voilà, c'est monstrueux. Mm. Après, ils ont une politique plus de groupe, en fait, et d'acquisition. Oui. Voilà. Ils sont plus discrets parce qu'ils ont ils ont pas de grosses licences. Alors si, maintenant ils ont Borderlands, entre autres. Mais c'est vrai que ils ont pas des énormes licences, tu vois, rouleau compresseur, genre Ubisoft, tu dis Ubisoft, tout le monde pense Assassin's Creed et Rayman, quoi. Mm. Bon, même si Rayman, dans les ventes, ça pèse plus rien. Ça a été des échecs. Tous les Rayman depuis 20 ans sont des échecs commerciaux. Mais voilà. Mais en tout cas, Assassin's Creed. Tu penses Activision, bah, tu penses Call of Duty, tu vois, tu penses Electronic Arts, tu penses FIFA, et ils ont pas de porte-étendard comme ça. Non. Ils ont pas un truc qui dit dans la tête des gens, ah ouais, c'est eux qui font ça. Mais par contre, ils ont plein de trucs. Oui, Et non. ils ont plein de double A ou voire de A. Ah, ils ont des sabers interactives, donc tu vois. Donc, Voilà, c'est ça. Oui, bah Saber, tiens, bah, oui, World War Z. ouais, voilà. Ils ont Bah tiens, ils ont oui. Ouais. bah, par exemple. Ils ont été. Ouais, c'est pas. Saber était pareil, hein, un studio de double A, quoi. Par contre, je me pose la question, il me semble l'avoir lu, tu me confirmeras peut-être ou tu m'infirmeras, que par contre, la licence Borderlands reste chez Activision. Ou 2K, pardon. 2K. Ah, ça, j'ai pas lu. Il me semble avoir entendu ça, mais ça reste à confirmer. Ah, ça change tout. Parce que la question, à qui appartient la licence Borderlands, tu vois C'est une très bonne question, ouais. Euh, Ouais, il faudra que. ah, Bah, on va se noter ça comme recherche à faire pour le prochain épisode, parce que pour moi, ça change tout le rachat. Mm. Parce que pour moi, Gearbox sans Borderlands, ça vaut pas tripette. oui, je me pose la question, tu vois. Parce qu'ils partent avec quoi? Ils partent avec Duke Nukem? Ouais. Oui, C'est- ouais. Attends, ils ont quoi comme licence? Je... À part Duke, ils ont quoi? Ils ont Brother in Arms. Super. Après, Le dernier épisode. non, mais surtout, après, c'est un studio à compétences, ils peuvent faire. Non, mais c'est oui, de compétences, oui. Mais Dans les blagues pipi caca, ouais. je sais pas effectivement si ça appartient à 2K ou si ça appartient à Il faudra Gearbox. regarder. C'est possible qu'il y ait un bibi, puisqu'après tout, Ouais. il y avait un épisode qui avait été développé par 2K Meren. 2K faisait l'édition. Mhm. Donc maintenant, est-ce que les droits appartenaient à 2K ou ils appartenaient à Gearbox? Je me pose la question. À savoir. Ouais, non, mais il faudra qu'on regarde. Je te dis, je le note pour le. Tu le mettras pour sur le jeu Twitter, 18. ouais. On le dira la prochaine Ouais. fois. Mais est-ce que ça change effectivement totalement le deal, hein? Ah, pour moi, oui. Surtout qu'ils ont mis Alors, quand sachant même, que ils ont collé le milliard sur la table pour l'acheter. Donc, Oui, alors le milliard était pas, c'est pas immédiat. Hein. oui, bah, Le milliard, c'est t'as un échange d'actions. Enfin voilà, t'as 300 millions tout de suite. Enfin, c'est toujours des montages financiers complexes, mais voilà. Voilà. Ouais. Et toi, monsieur? écoute, ouais, pas grand chose. Alors, c'est juste une petite blague, etc. Parce que j'en avais parlé et j'avais dit que je lancerais un jour les Yakuza. Oui, tout à Et fait. t'avais beaucoup rigolé en disant tu veux faire des jeux de 80 heures, ça va être très drôle. Et, et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'en avais plusieurs des Yakuza déjà. C'est vrai? En fait, j'ai déjà le Yakuza 0, j'ai les Kiwami, qui sont les versions remasterisées je suis là 1 et 2, 3, je crois. Donc en gros, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer. D'accord. Je n'ai pas eu le courage Bah de les voilà. lancer. J'ai installé le 0, que tout le monde me dit qu'il est très bien, que c'est parfait Il pour paraît que c'est commencer. très bien, ouais. Ouais, et du coup, en fait, je suis presque tenté d'attendre un petit peu pour faire finalement Like a Dragon, ce qui est sorti là au mois de novembre, qui paraît qu'il est juste le meilleur Yakuza de tous les temps, et probablement peut-être Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. le ouais. GOTY de l'année, peut-être 2020. Pour plein de gens, en tout Ouais. cas, ouais. C'est donc je suis curieux de lancer ça, donc voilà, j'annonce que je jouerai à Yakuza en 2021. D'accord. Tu notes ça? Tu me diras si c'est bien, moi ça me tente. Écoute, allez rigoler dans les bars à hôtesse, ça me Non, mais rappellera ça des me tente souvenirs. parce que, en fait, c'est souvent que, tu vois, je pense que c'est un des open world, parce que ça reste des open world, les Yakuza, qui ont des approches différentes de la recette, justement, GTA, Ubisoft. Mais t'avais bien aimé ce jeu à Hong Kong de Ben Crystal voilà, moi j'avais Dynamics? bien aimé. Alors, non, c'était pas Crystal Dynamics, c'était C'est édité par Square Enix. c'était Sleeping Dogs. Voilà. C'est un studio qui a coulé.
Oui, enfin bon, si t'aimais bien, on s'en t'as fout. bien aimé Sleepy cette ambiance Asie, tu vois, de Hong Mais Kong, voilà. tu devrais bien aimer d'aller traîner à Kabukicho à Tokyo, quoi. Oui, alors je suis pas sûr que le traitement soit le même, parce que Sleeping Dogs était un jeu qui se prenait très au sérieux, mais qui était intéressant malgré tout. Un jour, il faudrait que j'en parle de celui-là, parce que... Oui, ouais, faudra en parler un de jour. C'est un très très bon jeu. Ouais. Ouais. Et je l'ai relancé il y a pas longtemps, et j'ai pas le courage de le refaire, en fait. Mon problème est là, c'est que c'est un jeu qui est trop long. Ouais, c'est très très long. Mais, Et donc en parlant de jeu long, donc le deuxième jeu qui sera que je ferai un jour, et parce que je veux en parler, du coup, parce que tout à l'heure tu parlais des Musso. Donc c'est Persona 5 Striker qui était Ah oui, censé j'en ai être donc Persona 5 mais en version Musso. Et les premiers retours sont plutôt très bons aussi. Il sort je crois cette semaine, donc la semaine du 20 février, 20-22. Et en fait, visiblement, le studio qui a géré ça, dont le nom m'échappe, a réussi à trouver un bon équilibre entre suite du premier Persona 5 dans la logique RPG et la logique un peu Musso, etc. Et ça a l'air très très bien aussi, mais ça a l'air aussi très long. Ouais, alors ça c'est un truc qui m'intrigue quand même, parce que le Musso c'était un genre hyper codifié et hyper plan-plan depuis 20 ans. Il n'y a pas plus carré Et qu'un coup Musso. sur coup... De quoi? Il n'y a pas plus carré qu'un Musso. C'est ça, et pourtant il y a 2 jeux qui sortent. Enfin, il y a celui-là dont tout le monde dit, justement, il arrive à trouver des trucs, tu vois. Et il y en a un autre dont on n'a pas parlé, mais qui est dans ma liste, que j'essaierai probablement de faire Zelda cette année. Ben oui, Ouais. tout le monde en dit du bien, ouais. Oui, qui est très En bien. disant que justement c'est un Musso super. Mm. Et parce qu'ils ont réussi à garder un truc de Breath of the Wild, un truc de Musso, à mélanger les deux et à faire... Et je pense qu'il y a il y a vraiment quelque chose à faire avec les Musso, parce que comme tu vois, comme je disais, moi je rêve d'un Darksiders Musso, quoi. Non, mais la déclinaison des Musso, enfin, il y en a eu plein en plus, mais Mais c'est ça. il fallait qu'on en Parce parle. que- On avait aussi moqué Dynasty Warrior le mois dernier, donc enfin il y a 2 mois. Forcément. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, les Musso, c'est les noms japonais des Dynasty Warriors. Oui. Voilà. C'est des jeux où t'affrontes plein de gens. Voilà, donc il y a. Voilà, Tiens, si, tu vois, un jeu qui reprend la formule Musso, je fais juste cet aparté, c'est le jeu de Ubisoft, là, qui a un côté Musso, justement, avec les soldats. Ah, For Honor ? Comment il s'appelle ? Ouais. Ah, il y a un petit côté Musso, quand même, avec de la piétaille que tu charcutes par palette entière, quoi. Ouais, j'ai jamais fait attention, tu vois. Mais je l'ai, pareil. Mm. Enfin, un jour, Tu l'as ouais, je l'ai, on fera qu'on en fasse un Ouais, jour. moi aussi, je l'ai. Bah écoute, on ira se battre en un de plate, ça serait cool. Grave. Ouais, bah écoute, Jamais non, ouais. lancé. Ouais, mais j'aimais le concept aussi. Non, voilà, c'était mon petit truc, voilà, spécial jeu de 60 heures. Et j'ai acheté aussi, je crois en janvier ou décembre, Assassin's Creed Odyssey. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, oui, d'accord. Je pense que j'aurais jamais le temps d'y jouer. Ah non, mais en plus, c'est hyper long. Mais celui-là. c'est pour ça que je dis. En fait, je pense que j'ai eu un moment, comment dirais-je, un peu schizophrène, tu vois, en disant Non, mais j'ai pas le temps d'y attends, jouer attends. et j'ai envie de jouer à un jeu de 120 heures. Non, je te rassure. Hein. J'ai acheté Origin il y a quoi, 2 ans parce que tout le monde m'avait dit Assassin's Creed, tu vois, c'est le Assassin's Creed de la rédemption, c'est devenu bien, ils ont mis des trucs. J'ai lancé. J'ai joué 2 heures. Je pense que je ne jouerai plus jamais. Parce que Ouais. quand je dis... Non, mais attends. À un moment... quand je dis Ubisoft, vos quêtes, elles me cassent les noix, je te donne un exemple. Et voilà. Le jeu, à un moment, j'avais plus de quêtes apparentes sur ma minimap, ce qui est chose très rare. J'ai un marqueur de quête qui apparaît, qui me dit tu dois aller dans le désert à tel endroit. J'y vais, ça me prend 10 minutes de marche. J'arrive, ça déclenche une cinématique, toute pourrave. Où en gros, le mec il regarde le ciel, et ça me dit quête terminée. Wow. Et je dois repartir dans l'autre sens. C'est bien. Et là, j'ai fait. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai quitté. Ouais, mais ouais, l'Odyssée me fait bien envie. Et Non, mais l'Odyssée est très beau, voilà. Mais. je ferai quand j'aurai du coup ma nouvelle carte graphique. Car oui, j'ai ma nouvelle config. Mais t'as pas la nouvelle carte graphique. On ne l'a pas dit quand même. J'ai ma nouvelle config, voilà. C'est vrai, pardon, monsieur Slapette avec 24 corps logiques. Voilà, ouais, écoutez, voilà, j'ai un magnifique AMD Ryzen T'en as 5900X. trouvé un. Voilà, j'en ai trouvé un, pas trop cher en plus. Donc 12 cœurs, 24 threads, avec un magnifique nouvelle carte mère Aorus Elite B550 V2,
un énorme écran 32 pouces gigabytes, voilà 165 Hz, HDR, enfin bon bref la totale. Et avec tout ça, tu joues à Battlefield 1, un jeu de 2016 qui tourne à 90 FPS sur ma bécane. Ouais, je pense qu'il doit être à 150 sur la mienne, je pense, mais non, mais écoute, ça marche. C'est tellement cohérent les joueurs PC. Oui, bah, c'est ça, mais écoute, mais il y a plein de jeux que je mets de côté, justement. Non, mais je sais, je suis pareil. Hein. Ah. Moi, il y a des jeux, dès que ça tourne pas à fond, je dis bon, Voilà. allez, celui-là, je le garde. Voilà. Vu que je suis passé maintenant en 1440p, ben, j'attends tranquillement de changer Oui. de carte graphique pour pouvoir bien profiter des jeux. Donc il y a des trucs, Tu fais bien. voilà, j'attends, mais voilà, je suis bien content de cette magnifique config, petit boîtier Corsair là, 4000 RGB, on se met bien. Est-ce que tu as autre chose ou on passe à l'OSEF? Oui, je vais finir sur un dernier truc parce que c'est, bah tiens, on en a parlé dans les jeux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres d'habitude sur les jeux que file Epic. Tu sais, ils offrent des jeux toutes les semaines. Suivez notre compte Twitter, j'en parle. Je les relaye systématiquement. Et je sais plus, il y a 3 semaines, ils ont filé Battlefront 2, le fameux. Et en fait, ils en ont filé 19 millions. Bah oui, en même temps. Ben oui, mais ça veut dire quand même que Epic a réussi son coup, quoi. C'est que l'Epic Game Store, c'est. Alors je sais. Parce que. Alors attention, hein, parce que sur l'Epic Game 19 Store, millions récupérés, ça veut pas dire qu'il y ait 19 millions d'installés, tu vois. Moi, je l'ai récupéré, je l'ai pas encore lancé. non, mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme toi et moi. Enfin, tu te dis, moi j'ai acheté même plusieurs jeux sur Ben, moi aussi. GS. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui viennent pour jouer à Fortnite et que le plus gros des revenus aujourd'hui reste toujours Fortnite. Ah oui, bien Je sûr. crois que ça représente Je sais, 60% ou 70% quand même du chiffre d'affaires quand même. Oui, évidemment. Évidemment, mais le chiffre d'affaires de Fortnite, il se compte en milliards. Donc ça veut dire que il est pas si. Ils sont en train de réussir leur truc. Ils sont en train de s'implanter. Oui, je pense parce que tu vois, par exemple, au début, moi j'étais pas très chaud parce que, comme beaucoup, j'ai pas envie de passer par 12 000 launchers Bien sûr. pour jouer les là, etc. Alors que finalement, on s'en fout parce que les launchers sont gratuits. Et maintenant, je dois avoir bien 6-7 jeux que j'ai achetés dessus. Et Voilà, et moi, bah, en fait, c'est là où tu mesures leur succès. C'est-à-dire que quand tu compares, on est joueur en démat sur PC depuis quoi? Enfin, tellement d'années qu'on compte plus. Hein. depuis Half-Life 2. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais même pas, j'avais déjà des jeux démat avant. Non, si Half-Life 2, t'as raison. C'est Half-Life 2 Les jeux, oui, je mets des jeux en démat que tu as récupérés légalement. Non, mais si, Counter-Strike. Où tu Counter-Strike, moi, modifiais j'étais le Cheval de fichier Troie. exe. Non, mais j'avais installé Steam pour Ouais, Counter-Strike ouais, à ouais, l'époque. ouais. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était le. Du coup, Non, quand mais je regarde. Steam est sorti avec Half-Life 2, donc pas Mais c'est Counter-Strike et non. Ah si, Steam est sorti. Non, commence pas. Steam est sorti pour Counter-Strike, mais il n'y avait pas d'achat. T'étais obligé. C'était un distributeur de patch et de versions. En fait. Sûr de ça? Mais bon, bref. Mais pas en même temps, pas dans les premières bêtas, hein, ça a été plus tard. Mais bref, c'est pas là où je voulais en venir. Quand tu regardes le nombre de jeux que j'ai sur Steam et le nombre de jeux que j'ai sur les autres plateformes, que ce soit Origin, Good Old Game, Epic Game Store ou Uplay, et en gros, je pense que j'ai fait tout le monde, à part itch.io. Bon, itch.io écrase tout le monde puisque j'ai le bundle à 1700 jeux là. Oui. Mais bon, celui-là il compte pas. Je sais pas, j'ai quoi? J'ai 300 ou 400 jeux sur Steam et j'en ai 80 sur Epic maintenant, avec tous les jeux gratuits qu'ils ont filés. Oui, pareil. Ouais. Mais ce qui fait que quand tu commences à avoir un catalogue comme ça aussi important, ça devient un launcher que naturellement tu vas les regarder. Alors que quand c'est Uplay, où en fait bah, j'ai une dizaine de jeux même pas dessus, et si je joue pas, le truc il prend la poussière dans mon ordi, il est jamais lancé, tu vois ce que je veux dire? Bah, Uplay surtout, c'est que Ubisoft. Non. C'est comme Origin, tu peux acheter des jeux. Ah non, Uplay non, c'est Origin. Ah non, où tu oui. peux acheter des jeux qui sont pas. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Non, mais surtout, Non, c'est les que jeux- tu vois des soldes, bah voilà, Hades, je l'ai pris en solde dessus. Mais c'est ça. C'est qu'ils sont quand même réussi. Ils sont en train de s'implanter comme une alternative à Steam. Et surtout, Pas ils mal. ont une logique commerciale qui est très intéressante, parce que quand ils font souvent, en fait, ils font des soldes sur certains jeux, c'est toujours calé avec, par exemple, la sortie de la suite ou du DLC, Oui. etc. Donc il y a en fait une technique d'appel pour faire venir les joueurs qui est assez maligne. Oui. Enfin, Et leur mécanique de solde, elle est redoutable. oui, 10 euros offerts pour un jeu acheté, puis Et qui se renouvelle à chaque fois que tu achètes des jeux, ce qui fait que tu achètes des jeux plus chers que. Enfin, c'est redoutable. ah oui. Moi, je sais que le dernier solde, j'ai dépensé plus que j'avais prévu. Mais c'est ça. Et non, c'est joli. Tout à fait. Donc je dis, ouais, c'est. Alors après, une toute petite aparté, parce que du coup, je me suis posé la question d'est-ce que ça valait le coup de faire Battlefront 2. Non.
Voilà. T'as répondu. Ouais, je t'ai répondu. Et je vais juste expliquer pourquoi, Non. rapidement. Non, c'est nul. Mais non, mais le problème vient que plus vous jouez à ce jeu-là, plus votre personnage fait de dégâts, en fait. Donc le cœur du jeu, du gameplay, est pété. Oui, En multi. mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est nul. N'y jouez pas. Voilà. On arrête. C'est tout. Voilà. Aux infomètres Bien sûr. Aux infomètres. Et c'est l'heure du défomètre. C'est l'heure des news dont on parlera pas, mais qu'on va parler, mais qu'on parlera pas. Oui, C'est l'osefomètre. Bruno, c'est ça. vas-y, balance. Alors, tout le monde se souvient du lancement de Cyberpunk 2077 où on a besoin de faire refaire un point? Non, je pense pas. Non, ça va, je me rappelle. Il se trouve que le patron du studio, de CD Projekt Red, s'est fendu d'excuses publiques. Et on n'en parlera pas parce que c'est pas des excuses, ça. D'accord. Enfin, c'est ce qu'il il s'excuse lui, en fait. Et il balance tout le monde attends, sous le tu bus. es en train d'en parler là. Voilà, c'est ça, j'arrête. C'est un scandale. Donc allez les lire si vous voulez, mais moi, le mec là, c'est pire. C'est pire que s'il avait fermé sa gueule. T'en parles Ouais. trop. C'est bon, c'est fini. Ouais. Moi, j'ai une bonne news aux infomètres qui va faire plein de contents. Oui. C'est la BlizzCon et j'en ai rien à foutre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, Ils peuvent annoncer ce qu'ils Je- veulent, j'en ai rien à foutre. je je vais reste détailler vulgaire. un tout petit peu. Je vais détailler un tout petit peu parce que je vois passer sur Twitter plein de gens qui se hype sur Diablo 2. Diablo 2, Diablo 2, oui. Resurrected. pareil, Balek. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bah ouais, je sais que. Enfin. Surtout que je connais Activision Blizzard, hein, il va sortir à 45 balles. Hein. Mais. Ok, ouais, le travail de restauration est bien. Mais Diablo 2, quoi. Les gars. Diablo 2. Ouais, t'en parles trop. Faut pas en parler. Franchement. Et surtout, je dirais, très bonne conférence en ligne. Les employés de Non. Blizzard de Versailles apprécieront. Surtout après Oui, les derniers résultats qu'ils ont fait chez Activision. Oui, c'est ça. La suite. Voilà. Bah tiens, on va continuer dans les conférences en ligne. Donc il y a eu un Nintendo Direct. Ah oui, alors du coup, je fais ça parce que du coup, tu en parleras ensuite. Donc, Nintendo Direct, pareil, Balek On complet. s'en bat les couilles, on s'en bat Ouais, les couilles. et moi je vais rentrer juste dans le détail, mais exactement comme on a fait pour la BlizzCon. Il y a eu 2-3 trucs qui étaient plutôt intéressants dans le Nintendo Ouais, Direct. il y a eu un malgré personnage tout. pour Smash Bros, c'est ça? Non, il y a le Mario Golf qui a l'air sympa, il y a quelques trucs. Il y avait un peu à manger, mais c'était pas. un jeu depuis Mais 20 bien sûr ans. que c'est toujours. Mais bien sûr. Mais surtout, donc Nintendo a décidé de fêter les 35 ans d'une de ses plus grosses licences, n'est-ce pas, Zelda? Metroid. Zelda, Metroid, ta gueule. Et en faisant quoi? En sortant sur Switch la version HD, peut-être du pire épisode de... Si on exclut les épisodes CDI avant que tu ouvres ta gueule avec ça. J'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai vu venir. C'est-à-dire que voilà, Skyward Sword. Alors, bon, bref, je sais pas. Le problème de Skyward Sword, c'était pas que c'était sur Wii, hein. C'est que c'était nul. Et que en Ah, plus de toute façon, ce sera même pas un remaster, ce sera juste un portage HD. Mais c'est ça. Et surtout, voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est que moi en ce moment je suis en train de me farcir les Mario 3D là. Tu sais, pour les 35 ans, ils ont sorti sur Switch. Donc c'est Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Alors qu'en vrai, ils ont sorti pour les 35 ans de Zelda un Game & Watch avec le premier Zelda, genre même où j'ai Zelda 3 dessus. Non mais ils sortaient. Ils Day faisaient une One. compile. Non, mais ils faisaient une compile Ocarina of Non, mais Time, c'est bon, Majora's non, Mask. non, Non, mais et ça Wind marche. Waker. Mais non, mais tout le monde le prenait, tu vois. Moi aussi, Ah bah, il y a comme des un Yankees, ouais, bon c'est gros clair. pigeon. Ah non, mais comme un pigeon, je prenais ça direct. Alors que le Wind Waker, j'ai la version remake sur Wii U, tu vois. Et je l'ai pas fini. Donc, bon, enfin, bref. Donc je te disais, c'est pour ça, conférence Balek. Ouais. Non, mais Skyward Sword. Mais c'est surtout ce que je voulais en dire. Les Mario 3D, c'est vraiment des conversions de flemmards, quoi. Mais c'est Nintendo. Nintendo, les mecs, Ah non, ils te mais- ressortent les mêmes jeux 20 fois en te faisant payer à chaque fois. Donc, Bah jusque là, je trouvais que tu vois leur remake, justement le remake de Wind Waker, il était correct, tu vois, il était plus que correct. Ils avaient modernisé le truc, ils avaient tweaké juste ce qu'il fallait. Là, jouer Mario Galaxy sur Switch, ouais, super. Il y a l'écran tactile, mais quand t'es pas en tactile, c'est au gyroscope. Enfin, non, ça va pas quoi. C'est des jeux qui méritaient mieux que ça. Donc bon, ça reste des bons jeux, mais c'est pas. non, pas comme ça, méritait mieux. Nintendo. Voilà, c'est ça.
Et quand tu rejoues du coup quand tu fais ces jeux-là et que tu rejoues à Mario 3D Worlds, d'ailleurs qui ressort sur Switch, la version Wii U là, ou Mario Odyssey, c'est là où tu vois que c'est la plateforme 3D, chez Nintendo ça a encore évolué quoi. Non, mais Parce que... ça a pas de chance. Nintendo, un coup, Mario, il a des tétons, des fois, il a plus de tétons, des fois, il est en HD. des Non, fois, il est en non, XT, et c'est là, incompréhensible. non, ça, oui, peut-être, mais arrête. Ça, c'est de la mauvaise foi. Pas du tout. Parce que justement, quand tu joues à Sunshine et que tu joues derrière à Odyssey, tu vois tout le chemin parcouru en termes de feeling, quoi, de plateforme. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça fait partie de toutes les raisons qui fait que pour l'instant, je retourne pas chez Nintendo. Donc, Moi, je sais, un jour, on aura ce débat. ouais, mais complètement. Je suis sûr que j'aurais raison, de toute façon. Ouais, moi, c'est tout. Hein. Je suis. Voilà. Oui, non, c'est bon. J'ai pas plus Bon, de, j'ai pas plus de news. C'est pas le but, c'est pas que ça fasse 20 minutes. Hein. Oui, le but, c'est pas d'en parler. Et encore là, t'as digressé sur Nintendo, mais. Oui, mais parce que j'aime bien Nintendo. Moi. Ouais. Bah, C'est les seuls japonais que... Un jour, on fera le débat, jeux occidentaux, jeux japonais. Je défendrai la maison du jeu japonais. Voilà, parce qu'il n'y a pas, pas chier. Mais j'ai rien contre ça. Ouais, mais non, mais ça serait intéressant de faire un débat pour comparer. Moi, j'ai pas joué pour dire à qui un sont des- les meilleurs. Mais... Moi, j'ai joué à un des jeux les plus japonais, et je suis sûr que tu l'as pas fait en plus. Ouais, Grand Theft Auto. Non. T'es con. Azure Aswad. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, il C'est faut pas que j'en fait. parle de celui-là. Il faut que je le refasse. Il faut que je le retrouve. Faut que tu retrouves, par contre. Ouais. Ouais, écoute, on fera ça. Ouais, bah écoute, bah voilà, on va conclure l'épisode sur ça. C'est parfait. C'était l'épisode de février, quoi. Ouais, de février, ouais. Parce que là, Janvier. clairement, on n'en sortira pas un deuxième en février. Ouais. Non, on n'aura pas le temps là. Le temps que je le On monte, n'aura pas à le mon temps. avis, ça va être un peu chaud. Puis comme le mois de février, en plus, Ouais. il y a des jours en moins. C'est ça. Ça va être compliqué. Donc ce sera plutôt maintenant fin mars. Bah oui. Oui, épisode du printemps, ouais. Ouais, en plus, déjà, on Et a... est-ce que tu sais à quoi tu vas jouer? Je vais essayer de... J'allais dire de finir. Quel escroc. De finir le premier jeu que j'ai commencé à jouer et de finir le deuxième parce que j'ai commencé à faire la duologie Deus Ex, Ouais. les suites modernes. J'accroche pas trop pour l'instant sur le premier. J'aime beaucoup l'ambiance, mais au niveau du gameplay, j'ai vraiment du Ah mal. non, mais moi j'ai pas pu. C'est ce que j'en avais parlé là, une fois, je sais plus dans quel épisode j'avais parlé de ça, en disant c'est des jeux où le gunfight, j'y arrive pas quoi. Voilà. Je suis pas sûr que j'irai au bout, donc je suis pas sûr que je parlerai de ça, et je parlerai peut-être d'autres choses. J'en ai pas parlé, tiens, mais j'en parlerai peut-être un jour en petit casse-route comme ça. J'ai lancé Wipeout Omega Collection, Oui. et toujours quel kiff quoi. Wipeout, c'est là, puis là, Ah, toi t'es école Wipeout. moi je suis... école ouais. je suis école F0 moi. Ah non, mais F0, c'est top aussi, hein. Le GX sur Le GX c'est. GameCube était incroyable. C'est un des meilleurs C'est jeux de ouf. course de tous les temps. Ceci dit, là, le Wipeout Omega Collection, il y a tellement de contenu. C'est le seul regret qu'il y a dessus, et c'est mon plus gros problème, c'est la bande son. Ah ouais. Ouais, parce que la bande son, c'est pas la bande son du Wipeout HD, du Fury et du 2000, je sais plus combien. Enfin, la version PSP qu'ils ont portée dessus. Mhm. Ou Vita, je sais même plus. Vita peut-être. Non, PSP je crois. PSP, ouais. 2097, j'ai envie de dire. 2064, je sais plus. Et bref, ouais, c'est pas tout à fait la même bande-son. Il y a des chouettes morceaux dessus, mais il manque, il n'y a pas les mêmes. Enfin, c'est toujours les problèmes de droit, etc. Et contrairement à la version Fury HD, pour des problèmes de droit aussi, sur PS4, on ne peut pas mettre des playlists personnelles dans le jeu. Donc, ce qui est très chiant, puisque vu qu'il y a le share, en fait, je pense à cause de ça, ils ont bloqué. Ah oui. Tu peux oh pas là écouter là. ta propre musique. Non mais c'est chiant. Et là, j'aurais préféré qu'ils disent vous pouvez écouter votre musique, mais vous pouvez pas faire, tu vois, du partage, du streaming en direct. Oui, c'est ça. Et là, du coup, le seul truc que tu peux faire, c'est lancer Spotify pendant que tu joues. Ouais. Mais On t'as remercie pas, encore- voilà, mais t'as pas la musique On adaptative. remercie l'industrie musicale qui simplifie la vie de tout le monde, Voilà, n'est-ce exactement. pas? Donc merci. Tiens, j'ai lu un truc rigolo. T'as entendu que la chaîne Twitch officielle de Metallica s'est mis à passer de la musique 8 bits pendant qu'ils jouaient pour éviter qu'ils se prennent un strike en fait. C'est... Ça me fait penser, tu sais, à la chaîne du groupe qui a fait tous les Sentai, etc., qui a créé une chaîne YouTube pour mettre. Oui, c'est ça, et qui s'est fait s'est striker, fait striker par en fait, un de leurs services qui ont dit mais c'est qui met tous les contenus de Mhm. chez nous là sur YouTube? Ah bah c'est vous-même les gars. Voilà, mais tu vois, dans le cas de Metallica, c'est juste un bon retour à enfin, voilà. Tu vois, quand tu parles de ça, je pense toujours à l'autre abruti avec ses pubs contre Napster là. Exactement, c'est eux, c'est à cause d'eux que, entre autres, enfin,
Pas à cause, parce que c'était pas les seuls, mais C'est comme une belle bande de connards, quoi. bah, c'est des connards millionnaires, ouais. C'est classique. On les aime Bref. beaucoup. Ah, mais moi je suis fan, hein. Je suis un grand fan. Ouais. Et un jour, ils ressortiront l'album avec la ligne de basse ou ce sera toujours sans. Ouais, on va pas commencer à faire un débat là-dessus. Oui, surtout que Metallica, c'est pas du tout en fait, mon rayon, même si je m'aime beaucoup. Moi je sais pas, hein. Pour répondre à ma propre question. Ah oui, à quoi tu vas jouer le mois prochain, tu sais toujours pas? À moi, alors là, pour le coup, bah, t'as vu tous les trucs que j'ai balancés là? Tous les trucs que j'essaye de me dire en disant tiens, ça ferait un bon épisode. Et en fait, bah. Ouais, ceci dit, Battlefield 1, vous n'êtes pas beaucoup avancé. Non, alors par contre, bah, j'ai quelques jeux là qui vont sortir et qui me font de l'œil. Donc est-ce que je ferais pas des nouveautés? Ah. C'est incroyable, pour pas le temps de jouer là, c'est. Ouais, mais il y a un jeu, la Phénomène, et en ce moment, c'est Vanheim. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a l'air dégueulasse comme jeu visuellement. Bah pas tant que ça en fait. Moi, j'ai regardé plusieurs streamers y jouer et je suis pas du tout intéressé par le jeu. Donc si tu essayes de m'y faire jouer, ça va être difficile. Non, moi je me pose la question. Là j'ai commencé à m'y intéresser, on verra. Déjà que tu Non, puis me l'autre- faire jouer à Apex Legends déjà aussi. Non, puis il y a un autre dont j'ai essayé. Il y a 2 jeux là dont j'ai essayé la démo pendant le Steam Festival. Incroyable, j'ai réussi à choper des trucs avant que ça ferme. C'est Lunark. Alors Lunark, je conseille à tout le monde d'aller regarder parce que c'est assez marrant. C'est un. Tu vois Flashback? Ah oui. Le mec, mais il s'en cache pas, hein. Il a quasiment recopié les animations de Flashback. Oh, ça. Là, tu me vends du truc, du vent du rêve. Sauf qu'il l'a downscalé en résolution. Mhm. C'est-à-dire que tu es sur une résolution et sur des tailles de sprite plus petites que Prince of Persia, en fait, avec moins de couleurs. C'est assez étonnant. Mais ouais, jette un œil. Toi, ça va te plaire. Lunark, je le conseille aux gens. Et j'ai essayé la démo, et en termes de... Bah, ça se joue exactement comme Flashback. Et ça a l'air sympa. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est Graven. Graven, c'est un FPS qui se dit Immersive Sim. Alors, j'ai pas vu le côté trop Immersive Sim, à part qu'il y a un peu de physique. Et qui a un traitement graphique vachement étonnant. Un mélange low poly et basse résolution. Qui pourrait faire penser un peu au moteur. Ça a un côté Xen, tu sais, Xen 2. Ouais, bah ouais. Enfin, Quake Engine, enfin Quake 2, quoi. Sans lissage de texture. Mais quand même avec plus de modernité, tu vois, plus d'effets, de trucs. Et ça a un effet assez particulier. Et j'ai bien accroché sur la démo. Donc je verrai. Ok, bah, Mais pareil, ouais, tu sais pas encore, ouais, mais pareil, moi je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je parlerai de Là, c'est Yakuza. surtout que je pense que les deux dont je parle, je pense qu'ils seront pas sortis avant le mois prochain, donc c'est mort. Mais Vanheim, pourquoi pas. Ouais, je sais pas, ouais, moi ça me. Il y a Subnautica Below Zero qui est censé qui devrait arriver. Tout à l'heure aussi. j'y ai pensé quand tu me parlais de ton petit kink là sous l'eau, j'étais là genre, et s'il voit Subnautica Below Zero, en plus c'est musique de Ben Poultry. Non, mais c'est sûr que je le prendrai. Non, mais le pire, c'est ça, c'est que j'ai craché pendant un épisode entier sur Subnautica, et je suis sûr que je ferai Below Zero. Non, mais c'est sûr, c'est sûr que tu vas y jouer. C'est sûr. Je peux pas m'en défaire. Mm. Tu me mets des poissons, je suis heureux. Ouais. Bah écoute, on verra ça On le mois arrête prochain, sachant qu'en plus Oui. on a quand même pas mal d'idées pour des hors-sujets. Pour des hors-séries, ouais, Ouais. ouais. Un qui... On était à court et on est reparti. Ouais, on a un qui a germé il y a même pas 2 jours là. Oui. Et, genre comme ça entre deux conversations débiles au boulot et hop. C'est ça. Celui-là il va être long, hein, ouais, mais il va être intéressant je pense. Ouais, mais il va être long. On va Potentiellement long. On va digresser. Ah mais je pense que ça va faire vieux gamer, tu te souviens à l'époque de ça. Oh putain, oui. Ça va tellement être ça. Déjà. Bref. Ouais, on va finir la digression. Bah écoutez, merci à tous qui nous écoutent. Voilà, désolé pour le retard. Oui. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur PLTDJ_podcast, sur Instagram, sur Facebook, sur iTunes, sur Spotify, sur tout n'importe quel lecteur de ce podcast que vous aimez bien. On a une chaîne Twitch aussi, mais c'est pas la peine d'y aller. Et on a un Discord. Ouais, pas Mais d'y si aller vous non voulez plus. aussi. si vous voulez. Voilà, vous pouvez nous laisser des messages qu'on lira pas. Et si un jour, sur Battlefield 1, suite à notre épisode, vous faites tuer par un mec qui a marqué PLTDJ dans le nom de squad, faites-nous coucou. Voilà, je m'excuse auprès d'ailleurs de Benny B hier soir qui les a tués environ 25 fois. Je pense que le mec a arrêté de jouer. Je suis désolé, mec. Voilà, et un jour peut-être qu'on fera du streaming. Peut-être aussi. Si un jour j'ai la fibre. J'ai la fibre, il me faut une caméra
Ok, bah écoute Bono, écoutez, merci à tous, prenez soin de vous, faites attention, et on se retrouve le mois prochain. Ça marche. Ça marche, à plus. Production T et B.